Il y a un problème. Là, maintenant, il va falloir commencer à briser ce tabou. Il y a des abus sur le recours aux urgences. Les gens ne font plus l'effort d'appeler leur médecin traitant. Ils viennent au moindre début de symptomatologie. Des patients qui viennent soi-disant pour de la bobologie, c'est 10 à 20% des passages aux urgences. On voit bien que le problème, c'est pas la bobologie, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont vraiment besoin de lits d'hospitalisation. Vous le voyez, ça fait débat. Bonsoir ou rebonsoir. Continuer à tuer les urgences, les gens, ces mots assez forts sont ceux du coup de gueule du chef du service de Dunkerque qui pointe du doigt la responsabilité de certains patients, trop nombreux, encore une fois, selon lui, à venir pour des bobos. Les urgences exsangues, en crise, en grève qui s'amplifie d'ailleurs. On en parle avec nos invités. Bonsoir à tous. François Declosé, merci d'être avec nous, journaliste et essayiste. Louis Dragnel, merci également, bonsoir, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. François-Michel Lambert, député Liberté et Territoire des Bouches-du-Rhône, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir, Ella Kribi-Romdan, conseillère régionale d'Île-de-France et membre de Génération. Bonsoir. Je le disais, derrière le mot bobologie se cache en réalité un phénomène très sérieux. Quelle est la réalité des chiffres de la venue des patients pour de simples bobos? Et si c'était parce qu'ils n'avaient pas d'autres endroits où se rendre? On fait le point. Les indispensables, Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Et donc depuis des mois, les urgences sont en crise. 213 services désormais sont en grève. Des grévistes qui demandent à l'État plus de moyens, d'effectifs, car les urgences, je le disais, sont saturées. Mais à qui la faute? Est-ce celle notamment des patients? C'est en tout cas ce que dénonce Christophe Couturier. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Il est le chef des urgences du centre hospitalier de Dunkerque. Dans ce tweet plutôt cash, il pointe du doigt les abus de certains patients qui se présentent aux urgences pour des motifs parfois non justifiés. Regardez, parmi les recours cette nuit aux urgences, après une journée à 193 entrées, 5 h du matin, mal à l'oreille depuis 24 heures, douleur musculaire cervicale depuis un massage en vacances il y a 4 jours, mal à la gorge depuis le Dour Festival il y a 15 jours, etc. Continuez à tuer vos urgences, les gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les patients sont de plus en plus nombreux aux urgences. En 2017, les 713 structures des urgences françaises ont pris en charge 21,4 millions de passages. Un peu plus de 20 ans avant, en 1996, ce nombre s'établissait, vous allez le voir, à 10,1 millions pour la France métropolitaine. Il a constamment progressé sur les 20 dernières années. Regardez cette courbe. Il a même, depuis 1996, plus que doublé. Aujourd'hui, les urgences accueillent chacune en moyenne 30 100 patients par an. Et dans les faits, Fanny, quelles sont les causes de ce recours si fréquent aux urgences ? Pour Christophe Couturier, vous l'avez entendu, c'est en partie la faute des patients. Ils viendraient sans en avoir réellement besoin et les médecins urgentistes feraient trop de bobologie. Faux problème, répond le Sénat dans un rapport de la Commission des affaires sociales de 2017. Pour y voir plus clair, les services français ont mis en place un barème. C'est la classification clinique des malades aux urgences. Elle comporte, vous le voyez, 5 catégories. Première catégorie, les patients n'ayant besoin d'aucun acte complémentaire d'imagerie ou biologie médicale. En clair, ce sont les patients qui viennent pour rien. Il y a les malades en état stable, ceux dont l'état peut s'aggraver, ceux dont le pronostic vital est engagé et enfin, tout au bout, les patients qui sont en réanimation. La première catégorie représentait en 2014 10 à 20% des passages aux urgences selon une étude de l'adresse pour le ministère de la Santé. Conclusion, dans le reste des cas, les 80% qui restent, l'essentiel donc des cas, le passage aux urgences était bel et bien justifié. Mais ce rapport met en avant une autre cause de cette saturation des urgences, c'est le recul de la médecine de ville. Il indique que 60 à 70% des passages aux urgences sont effectués par des malades qui n'ont pas pu être pris en charge à l'extérieur, faute d'accès à un médecin. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pointait déjà ce phénomène dès 2018. Écoutez. C'est cette difficulté d'accéder à un médecin sans rendez-vous qui fait que... On va directement aux urgences. Voilà, nous avons de la bobologie, nous avons même des gens qui viennent parfois pour des renouvellements d'ordonnances. C'est vrai que c'est un peu désespérant que de payer des équipes médicales 24 heures sur 24. L'idée, c'est que tout ce qui est vraiment de l'ordre d'une petite coupure ou d'un renouvellement d'ordonnance puisse en fait être adressé vers la médecine libérale de ville accessible. Aujourd'hui, il y a 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical. À Montargis, dans le Loiret, par exemple, aucun généraliste ne prend de nouveaux patients. Résultat, l'hôpital est le seul établissement médical qui peut les accueillir pour un bassin potentiel de 150 000 habitants. Les urgences sont donc submergées. D'après le maire de la ville, elles recevaient
15 000 patients par an il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est 60 000 patients par an et parfois avec des attentes de 5 à 6 heures. Autre cause de cette saturation, c'est le vieillissement de la population. Plus on est vieux, plus on va aux urgences. Or, d'après l'INSEE, la part des plus de 65 ans dans la population française, qui était de 16% en 2000, va passer à 20,1% en 2020. Ça fait donc plus de patients potentiels, des patients qui par ailleurs ont changé de mentalité. Aujourd'hui, ils ont besoin d'immédiateté et aller aux urgences, c'est quand même bien plus rapide et pratique que si on espère d'avoir un rendez-vous chez le médecin. En 2016, le temps d'attente moyen aux urgences au niveau national était de 2 heures. Comment faire du coup pour que les patients aillent moins souvent, systématiquement aux urgences ? Première piste, lutter contre les déserts médicaux. Agnès Buzyn propose de créer des maisons de santé. Vous le savez, ce sont ces établissements qui réunissent des professionnels de santé. Il en existe 910 en France. Il en existait, en tout cas, début 2018, 910. Et là, il y en a plus de 300 qui sont en construction. Autre solution, la technologie, la télémédecine d'abord. Depuis septembre dernier, il est possible de consulter un médecin à distance par liaison vidéo. Ces consultations sont remboursées par l'assurance maladie au même tarif et dans les mêmes conditions qu'une consultation classique. Et puis il y a une piste qui est plus récente, c'est celle des applications mobiles. Regardez par exemple celle-ci, elle s'appelle Bobo. Slogan, Bobo estime votre temps d'attente aux urgences. Tout est dit, l'appli qui sera bientôt disponible permet, grâce à un questionnaire personnalisé, d'avoir un premier diagnostic, de savoir combien de temps vous pourrez attendre aux urgences et, si besoin, de localiser un professionnel de santé à proximité. Merci beaucoup Fanny et merci aux infographistes qui permettent de réaliser tout ça. J'accueille sur ce plateau Christophe Prudhomme qui est médecin urgentiste. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Délégué CGT et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vais vous demander tout simplement si vous partagez le coup de gueule de ce chef de service des urgences qui dénonce la bobologie et qui dit « Continuez comme ça, les gens, vous allez tuer nos urgences ». Bon, je comprends qu'il puisse être énervé, mais c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Notre système de santé va pas bien. Et les urgences sont le miroir grossissant de tous ces dysfonctionnements. Bien sûr, il y a toujours eu des abus. Des gens qui viennent pour un renouvellement d'ordonnance, oui, on a toujours... Mais c'est pas ça qui nous pose problème aux urgences. Vous savez, la surcharge de travail qu'on a aujourd'hui, ce sont les gens qui restent sur des brancards, comme ce monsieur à Saint-Étienne. Mais pour un qui est médiatisé, c'est plusieurs dizaines de milliers de patients par an qui manquent de lit, qui restent sur des brancards. Et ça, c'est une charge de travail supplémentaire, parce que non seulement on doit s'occuper des gens qui arrivent, mais on doit s'occuper des gens qui ne sortent pas. Et la personne qui vient pour une simple consultation, vous savez, j'étais à Montargis il y a peu de temps. À Montargis, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une maison médicale dans l'hôpital, parce qu'il n'y avait plus rien à l'extérieur. Et on a un phénomène d'entonnoir. Tout le monde vient à l'hôpital. Depuis la grippe, l'angine, jusqu'à l'infarctus. Voilà. Parce que, eh bien, il y a trop peu de généralistes en ville. Il faut savoir que le nombre de médecins généralistes diminue d'année en année. On continue à former des spécialistes à gogo, alors que la population vieillit. Et on a besoin, en ville à l'hôpital, de médecins qui prennent en charge les patients globalement. Et nous, les urgentistes, eh bien, on a le contre-coup de tous ces dysfonctionnements dans un contexte de réduction budgétaire d'année en année et d'un fonctionnement de l'hôpital à flux tendu, ce qu'on appelle le lean management, qui est une aberration. Voilà. Donc, il arrive un moment donné, il faudrait que la ministre nous écoute, arrêter de détourner le débat en culpabilisant les patients. Alors justement, voilà, vous parce estimez que culpabiliser les patients, c'est grave quand même. C'est culpabiliser les patients que de dire qu'ils sont notamment aussi responsables de l'engorgement des urgences. Mais de leur dire qu'ils viennent pour rien, qu'ils vont attendre, ou les renvoyer sur un médecin en ville, leur dire de revenir le lendemain en consultation quand ils viennent à 23h, ça c'est ce qu'on fait. Vous voyez, j'étais de garde cette nuit au SAMU, on a énormément des gens qui appellent, et ils n'ont pas forcément le médecin comme ils peuvent commander une pizza. On leur explique les choses. Ça s'appelle de l'éducation sanitaire. Vous voyez? Donc, on le fait dans les centres 15, on le fait aussi à l'accueil aux urgences quand on met en place ce qu'on appelle des filières rapides. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une population qui vieillit, on a un hôpital qui ne va pas bien et on n'a pas pris les mesures de réorganisation de notre système de santé qui fait que tous les 5 ans, on a une réforme qui nous explique que dans 10 ans, ça ira mieux.
Et à chaque fois, d'année en année, le système se dégrade. Donc ça veut dire que les choix politiques qui ont été faits ces 20 dernières années sont une catastrophe et qu'il faut changer de logiciel. On va y revenir, c'est ça qui est bien sur ce plateau, c'est qu'on a le temps justement d'en reparler. Sur ce sujet, François-Michel Lambert, est-ce que vous estimez vous aussi que, avec cette déclaration, sur Twitter notamment, le chef des urgences de Dunkerque culpabilise les patients? Est-ce que c'est même contre-productif ou même dénoncez-vous ces propos? Tout d'abord, je peux comprendre par rapport à une personne aux urgences, dans son tweet, je rappelle qu'il dit au bout de 24 heures, à 5 heures du matin, arrivent des personnes sur ce qu'il appelle la bobologie, et donc c'est peut-être la pulsion du moment, et donc je n'ai pas à juger cette personne en particulier. Par contre, il est clair que la question de ces personnes, vous l'avez exprimé, c'est pas le sujet central du problème des urgences, mais la question de ces personnes qui viennent dans un affolement parce qu'aujourd'hui, peut-être manque une certaine forme d'éducation. Moi, j'ai un âge qui commence à être avancé. Je crois qu'on avait peut-être un peu plus l'apprentissage du niveau d'urgence face à un incident, une chute dans un escalier, une chute dans la cour, etc. Et on ne se précipitait pas forcément aux urgences, pour diverses raisons. Aujourd'hui, vous pensez que certains Français ne comprennent pas ce qui leur arrive et n'ont pas la connaissance de... Je le dis que ça existe, oui. Mais, et les chiffres sont là. C'est le rapport du Sénat, je ne vais pas remettre en cause le rapport de mes collègues du Sénat. 10 à 20% de personnes n'ont pas à venir aux urgences. Mais ce n'est pas en enlevant ces 10 à 20%, et ça c'est ce que je veux dire à la fin, qu'on aura réglé par magie le problème des urgences. Il y a un problème bien supérieur qui est dit par je ne sais plus combien d'urgences aujourd'hui en mouvement de grève, quasiment tout le pays. 213. Oui, s'il y a une certaine unanimité, une mobilisation générale sur ce sujet, c'est bien qu'il y a un problème de fond qui est au-delà de la bobologie. Alors je finirai en tant que politique, pardon. L'urgentiste, je comprends sa pulsion. Mais je dis attention à chaque politique de ne pas jouer la stigmatisation de quelques-uns de bobologie en disant c'est là qu'est le problème des urgences. Soyons à la hauteur de l'enjeu, soyons responsables. Et c'est un peu mon autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retourner l'opinion contre votre mouvement si vous pointez du doigt les patients? C'est un siège de service. C'est un chef de service qui, en fin de nuit, est énervé. Vous voyez, et quand on va discuter avec lui, il va peut-être modérer ses propos. Je peux comprendre son énervement. Vous voyez, on est énervé, effectivement, à 5 heures du matin quand on a quelqu'un. Il a pris le temps après de réagir avec les internautes, d'en parler. Ça n'a pas été qu'un coup de gueule. Mais vous savez, moi passager, aussi, cette nuit, à 3 heures du matin, j'ai eu un appel du même type. J'ai été un peu carré avec la personne en lui disant, vous attendez demain. Et demain matin, il fera jour. Et vous irez, il y a un centre de santé qui n'est pas très loin de chez vous, vous irez aux heures ouvrables pour consulter. Et bon, et c'est normal. Vous savez, ce qui a changé, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'avant, les gens avaient un médecin traitant. Ils avaient confiance, ils pouvaient l'appeler, donner un conseil. Aujourd'hui, le problème, c'est que le mode d'exercice a changé fondamentalement. Les médecins consultent sur rendez-vous, ils sont beaucoup moins accessibles, ils mettent sur leur répondeur « Appelez le 15 ». Donc voilà, donc il va falloir qu'on change d'organisation globale. Il y a une responsabilité des patients, mais les patients aimeraient bien aussi qu'on prenne en compte ce qu'ils demandent. Parce qu'aujourd'hui, les patients, ce qu'ils disent, c'est que l'État nous abandonne dans les déserts médicaux. J'étais à Montargis il y a un mois, c'est effectivement une catastrophe. Voilà, et il n'y a pas que Montargis. Et la Kribi Ramdan. Écoutez, moi, je ne connais aucun patient qui soit heureux d'aller attendre 2, 3, 4 heures, parfois plus, dans une salle d'attente d'urgence d'un Personne ne dit qu'ils sont heureux d'y aller. Hein, mais je le dis parce que je pense que les patients, et j'en suis même persuadée, c'est qu'ils se retrouvent dans cette situation parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une offre en santé, en prévention comme une offre de soins premier recours dans leur ville. Et donc, moi, je suis élue d'une ville de région parisienne qu'on pourrait, de prime abord, pas qualifier de désert médical, à Massy, dans l'Essonne, pas très loin de Paris. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on peut attendre plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Alors, pour les spécialistes, qu'il s'agisse des professions médicales ou paramédicales, on peut attendre plusieurs mois. Et il y a aussi des rendez-vous qu'on n'aura jamais dans le secteur parce qu'on n'a pas une offre accessible à tous. Pas forcément secteur 1, avec beaucoup de dépassements d'honoraires. Et alors, c'est là que la solution que vous évoquez sur les maisons de santé... Oui, on va y venir. Ouais. Je voulais juste donner la parole aussi aux Français, puisqu'on parle quand même d'eux. Et eux, ça les agace. Quand on est allé les voir aujourd'hui, ça les agace, l'engorgement des urgences, parce qu'on a mal au cou, mal à la cheville. Regardez.
Jamais directement aux urgences, je ne le ferai jamais, parce que je sais ce que c'est. Il faut y aller pour des choses graves. Je ne peux pas me permettre de dire, mais c'est vrai que j'ai vu des fois des cas où il y a des gens, c'est des habitués, ils viennent tous les jours. Il doit y avoir des personnes qui y vont et qui peut-être pourraient attendre. Et attendre de voir le médecin le lendemain. Chaque fois que j'y ai été, et même pour des cas graves, je voyais des gens attendre. Je voyais des gens attendre parce qu'ils avaient une petite coupure au doigt et ça râlait parce qu'ils ne passaient pas. Voilà, vous parliez de la raison de cet afflux, notamment un système de santé qui fait qu'il n'y a plus de médecins dans certaines villes. Effectivement, elle l'a reconnu, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, cet après-midi. Beaucoup de Français vont aux urgences directement au lieu, par exemple, d'appeler la régulation, le centre 15, sans forcément passer par un médecin parce qu'ils ont parfois du mal à en trouver. Et donc, ça nécessite de repenser l'organisation des soins à la fois en amont et en aval des urgences pour que les services d'urgence ne soient pas saturés en permanence. François de Closet. Si vous voulez, je voudrais qu'on se débarrasse d'un mot qui n'a rien à faire ici. C'est le mot culpabilisation. Il s'agit de responsabilisation. C'est-à-dire que nous avons un système de santé dont on dit, je le pense d'une certaine façon, qu'il est le meilleur du monde. Malheureusement, de la façon dont nous le pratiquons, nous ne pouvons plus nous le payer. C'est ça le problème. Et partout, on a des pénuries. C'est ça le problème. Et donc, il va falloir en utiliser intelligemment. Et ceux qui se laissent aller à profiter de ce système, je ne trouve pas de médecin, les urgences, c'est le plus facile. Vous savez, ce qu'on reproche aux urgences aujourd'hui, il y a des années, c'est les pompiers qui le disaient. Et les gens nous appellent pour n'importe quoi, il y a le chat, on nous appelle. Alors ils se sont mis à faire payer les gens quand c'était pas un feu. Parce qu'évidemment, quand vous avez un service public avec des gens qui vous sont dévoués, qui sont tout le temps présents et qui est gratuit, eh bien vous avez tendance, on va dire, à y aller fréquemment pour pas dire y abuser. Mais nous devons nous servir de nos services publics avec responsabilité. Vous dites que les gens profitent du système. Et c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser. François de Closet, vous êtes en train de nous dire que les gens profitent du système ou de ses facilités, en tout cas. Quand vous avez des difficultés à trouver un médecin, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous savez qu'à l'hôpital, il y a des gens qui sont là, qui sont compétents, qui sont prêts à vous accueillir et qu'en plus c'est gratuit. Évidemment. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Où est-ce que c'est gratuit? C'est pas gratuit. On vous demande de payer après, pas tout de suite, mais c'est pas gratuit. Oui, mais l'impression perçue est limitée. On va dire que c'est gratuit. Excusez-moi. La perception des gens, c'est que c'est gratuit. C'est qu'on va aux urgences. On sait qu'on sera soigné, même si on peut pas payer. À l'hôpital de Gonesse, on a ouvert la caisse jusqu'à minuit, on a fait l'expérience. Les gens payaient immédiatement. Ça n'a pas modifié le comportement de la population. Mais c'est psychologique, ça. Parce que l'idée que l'on a, peut-être à tort, c'est qu'il y a un reste à payer, mais que c'est moins cher, c'est gratuit, c'est disponible, c'est ouvert 24 heures sur 24. Oui, on a naturellement tendance tous, pour tous les services publics, de s'en servir, voire d'en abuser. Je vous disais, les pompiers, il y a des années, disaient on n'en peut plus de voir tous ces appels de gens qui veulent des pompiers alors qu'ils n'ont pas d'incendie. Qu'ont fait les pompiers? Les pompiers, ils ont communiqué. Ils l'ont fait payer. Exactement, ils ont fait payer et ils ont communiqué sur le fait, et pour expliquer voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut pas faire. Et moi je pense qu'il y a aussi toute une politique de sensibilisation, peut-être de communication, pour expliquer aux gens. Il y a plein de gens qui viennent aussi, je pense, par ignorance, parce qu'ils ne savent pas, ils disent non, dans le doute. Messieurs, Christophe Prudhomme, je voudrais vous entendre. Et ensuite, il y a une dernière chose, c'est qu'il y a des médecins généralistes aussi qui vous envoient, dès qu'ils n'ont pas la réponse, aux urgences. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller consulter un généraliste pour mes enfants, et ils me disent, bon, je suis désolé, là, je peux pas, il faut aller aux urgences. Et dès qu'il y a une question un tout petit peu pointilleuse, je mets pas en cause les généralistes, mais c'est quand même aussi des pratiques que moi, en tout cas, j'ai pu constater dans ma vie. Donc, je pense que par rapport à ce sujet-là, il va falloir aussi que la ministre dise dans quelle orientation elle souhaite mener sa politique publique. Christophe Prudhomme, je voudrais vous entendre sur la réaction. Je voudrais vous entendre réagir à ce qu'a dit la ministre de la Santé, qui reconnaît que les gens vont dans ce sens, celui qu'on a évoqué, c'est-à-dire pas de médecin à disposition, pas loin, et qui dit oui, il faut changer le système. Mais oui, il faut changer le système. La question, c'est quelle direction prend-on? Est-ce qu'on prend la direction du monde américain, c'est-à-dire, un système public très dégradé pour les plus pauvres, parce que nous sommes des bons chrétiens, on ne laissera pas mourir les pauvres dans la rue. Et puis pour les autres, un système où il faut payer. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui en France. Vous voyez, parce que moi, je viens d'un département, la Seine-Saint-Denis,
où, heureusement qu'il y a les urgences, parce qu'il n'y a plus de médecins en ville. Les urgences sont le médecin traitant de la population. Pourquoi? C'est l'incurie des politiques. Depuis maintenant 30 ans, refus de réguler l'installation des médecins tant en ville qu'à l'hôpital, refus de modifier le mode d'exercice des médecins. Voilà pourquoi le médecin, aujourd'hui, envoie à l'hôpital. Parce que son mode d'exercice isolé, sans avoir une infirmière à côté de lui qui peut faire une prise de sang s'il faut, sans avoir l'électrocardiogramme, sans avoir le stéthoscope moderne qui est le petit échographe portable, eh bien aujourd'hui, il a des difficultés pour travailler. Donc, et il faut former les bons médecins. Regardez ce qu'on fait dans 3 départements français. Dans 3 départements français, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Les Cubains. Quelle est la solution que la ministre a trouvée? Parce qu'on n'a pas formé suffisamment de médecins, parce qu'on forme trop de spécialistes, on va importer les médecins cubains. Attendez, la 6e puissance mondiale, on est obligé de faire appel à Cuba pour aller médicaliser les territoires d'outre-mer. Ce qui démontre que Cuba est en avance. Moi, j'ai une question, une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. On a quand même l'impression, en vous écoutant et en confrontant ce que vous dites à ce que dit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qu'elle dit on va proposer une offre sur mesure, on va faire de la haute couture. Mais en réalité, c'est absolument pas ça qu'il faut faire, non? Parce que si on comprend ce que vous dites, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation extrêmement claire en matière de politique de santé pour savoir vers quoi on souhaite s'orienter. Et elle dit en fait exactement comme les autres avant, on va essayer de faire du cas par cas. Donc en fait, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Or, ce dont on a besoin, à vous écouter, c'est d'avoir quelque chose d'assez clair, d'assez tranché, et donc d'avoir des moyens. C'est organisation et moyens. Vous savez, là, depuis 20 ans, nous subissons des plans d'économie. On fait fonctionner l'hôpital comme une entreprise avec des techniques de lean management, de fonctionnement à flux tendu, ce qui est complètement contradictoire avec le bon fonctionnement d'un hôpital. Il faut savoir qu'un hôpital, pour qu'il fonctionne bien, il ne faut pas qu'il dépasse 85% de taux d'occupation des lits. Or aujourd'hui, ce que nous proposent les ministres, là, de toute façon, vous voyez, que ce soit Mme Bachelot, Mme Touraine ou Mme Buzyn, on nous propose des gestionnaires de lits. Les gestionnaires de lits, c'est pour les chaînes hôtelières, c'est pas pour l'hôpital. On sait que d'un jour à l'autre, l'activité peut varier de plus 20 à moins 20%. Donc on a besoin de lits. Donc on a besoin d'une réorganisation, puis on a besoin surtout de rattraper le retard en termes d'effectifs, de rémunération. Comment voulez-vous aujourd'hui embaucher une infirmière à l'assistance publique hôpitaux de Paris? On a 400 postes disponibles à moins de 1 600 € par mois. Christophe Prudhomme, vous avez évoqué l'incurie politique il y a quelques instants. Je reviens aussi à ce sujet de l'engorgement des urgences, parce qu'il y a des patients dans certaines situations, on vient de l'évoquer. Incurie politique, regardez maintenant les réactions politiques à ce sujet. Aujourd'hui, on a des Français qui n'ont d'autre choix que d'aller aux urgences. Et moi, je ne serai pas de ceux qui vont culpabiliser les Français. Peut-être que ça n'est pas grave, mais la réalité, c'est que les Français ne trouvent pas d'autres solutions pour se faire diagnostiquer, se faire soigner. Évidemment que les habitants qui n'ont pas accès donc à une offre de soins donc de proximité se tournent nécessairement vers les urgences, parce que ce sont finalement les seules oasis de santé dans leur territoire. Par rapport aux personnes qui ne devraient pas aller au service d'urgence et qui y vont, il faut développer un réseau de soins avec des maisons de santé. Bon, ça se fait dans certains endroits, il faut des moyens pour ça. Alors, parmi les pistes évoquées, et notamment par Philippe Juvin, qui est professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, il y a, parmi ces pistes, le filtrage à l'entrée. Je vais juste vous montrer un exemple de ce que ça peut donner. C'est au Danemark, c'est un reportage de TF1. À Copenhague, précisément, une centrale d'appel avec des infirmières, des médecins qui répartissent les patients selon les priorités dans différents services d'urgence. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2014, coût 30 millions. Regardez. Bonjour, ici Karina. Quel est le problème avec votre fils? Ça se trouve bien sur la lèvre supérieure? Par exemple, ici, vous voyez, c'est rouge. Ça veut dire qu'il y a d'attente. Je peux donc dire aux patients d'aller plutôt aux urgences de l'hôpital Frederiksund pour être pris en charge. Je peux même leur donner l'heure à laquelle ils verront le médecin. Avant cela, le temps d'attente moyen aux urgences était d'1 heure. Mais il pouvait aller jusqu'à 2 ou 3 heures. Aujourd'hui, il est de moins de 15 minutes. Avant, tout le monde venait directement aux urgences. Tout le monde était là, assis à attendre. Maintenant, on nous dit à quelle heure venir. Donc, on peut attendre chez nous ou dans un endroit plus confortable. Nous n'avons pas de foule à gérer, d'enfants qui pleurent ou de choses comme ça. L'environnement pour les médecins et les infirmières est donc bien meilleur. Un reportage d'Hortense Villas et Frédéric Petit, je vous donne 2 chiffres. Le taux d'absentéisme du personnel a été, dans ce centre d'appel, dans ces hôpitaux, divisé par 2. Et ça a augmenté l'activité des généralistes chez lesquels les patients étaient envoyés de 11%. Est-ce la bonne solution? Est-ce la solution de l'avenir chez nous? Est-ce qu'il y a une bonne solution? Est-ce qu'il y a une bonne solution? Le Danemark, ce n'est pas la géographie de la France.
voyez, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de Sisteron. Moi, je veux bien qu'il y ait un centre d'appel, c'est les SAMU, les gens appellent et on peut les diriger effectivement vers des hôpitaux différents en fonction de leur pathologie quand on est dans une grande ville. Mais là, Sisteron, les urgences ferment la nuit à 20h parce qu'on n'a plus de médecins. Il faut aller à Gap à 50 km. Donc le problème, ce n'est pas, vous voyez, une régulation pour vous dire là, il y a moins de temps d'attente. C'est un pays, c'est un petit pays, densément peuplé, le Danemark, et plutôt plat, donc sans problème de communication. Ce n'est pas la France. La France aujourd'hui, c'est qu'elle marche à 2 vitesses. Vous voyez, vous avez quelques grandes villes où vous avez le choix d'aller dans un hôpital ou dans un autre, et puis vous avez quand même la France périphérique où l'hôpital est loin et où on ferme les hôpitaux de proximité. Quand on ferme un hôpital de proximité, comme ça a été le cas par exemple dans la Manche à Valognes, tout le monde se précipite à Cherbourg et les urgences de Cherbourg explosent. Donc il faut arrêter de fermer les hôpitaux de proximité, il faut qu'on répartisse mieux les patients, il faut qu'on ait effectivement des centres de santé qui soient justement répartis sur le territoire pour que les gens puissent trouver une réponse. Et ensuite, cette réponse, on peut l'adapter et on peut discuter avec le patient de la bonne réponse pour qu'effectivement il n'y ait pas d'abus, mais les abus sont minoritaires. Je voudrais juste rappeler, vous l'avez effleuré il y a quelques instants, les conséquences, c'est l'engorgement et il y a effectivement cette histoire qui nous est apparue aujourd'hui, un homme qui est resté 5 jours sur un brancard à attendre. Vous vouliez réagir, Elakri Birhamdan? Oui, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est qu'on est dans une démarche, une dynamique depuis quelques années de fermeture d'hôpitaux publics. Moi, je suis dans un département où on est en passe de fermer 3 hôpitaux publics, Juvisy, Longjumeau, Orsay, au bénéfice d'un hôpital où on perd plusieurs centaines de lits sur le plateau de Saclay, 400 lits, et où en plus on s'éloigne des bassins de population qui ont le plus besoin d'une offre de médecins, de proximité, d'une offre en santé. Et avec 0 moyen de transport sur le projet d'hôpital qui est prévu. Et donc, dans un contexte pareil, il n'y a pas de médecins, il n'y a plus d'hôpital, il n'y aura plus d'hôpital public de proximité. Et on se plaint, c'est-à-dire que le problème de l'engorgement des urgences, dans ce contexte-là, ne fera que s'accroître. Donc la solution, vous évoquiez tout à l'heure la question des maisons de santé, elles ne sont même pas une solution, puisqu'il arrive qu'il y ait des maisons de santé où il y a d'énormes dépassements d'honoraires et où les maisons de santé sont de simples projets immobiliers de regroupement de médecins libéraux. Je pense que ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est vraiment d'avoir une offre en santé accessible, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, là où on manque de médecins. Et là, la question des centres de santé, avec souvent des jeunes praticiens qui ont besoin d'être salariés dans les premières années, peut être une réponse efficace dans ces territoires. Je reviens toujours là. On connaît à peu près des solutions. On sait que le libéralisme américain dans le domaine de la santé, c'est un désastre, ça coûte très cher et ça soigne très mal. On sait qu'effectivement notre médecine est largement socialisée, mais on n'a pas pris acte. C'est-à-dire qu'on a un secteur libéral qui veut toute liberté. Ben non. Quand on est dans un secteur socialisé, on accepte des contraintes, on accepte des disciplines et des règles. Mais c'est vrai aussi pour les patients. On ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous aurez des parcours et vous irez à des endroits très précis, moyennant quoi après on met en place, avec les systèmes modernes, des possibilités. Vous dites, ah oui, mais il n'y a plus d'hôpital de proximité. Et alors, on ne peut pas immédiatement mobiliser une ambulance et aller à 30 km. Tout ça, ça se fait, tout ça, c'est possible, à condition que les jeunes médecins sachent qu'ils ne font pas un métier dans lequel ils ne verront leurs malades qu'à leur cabinet, aux heures de bureau. Ça, c'est fini. Ils devront se plier à des disciplines. Peut-être devront-ils être affectés. Après tout, les professeurs, même agrégés, sont affectés. Pourquoi les médecins ne le seraient pas? Et les malades devront accepter. Vous n'irez pas là. Vous devrez faire ça d'abord. Et vous serez orienté ensuite. Le jour où tout le monde se sera mis dans la tête que dans ce système, on est trop public, dans le secteur public, trop libéral, dans le secteur libéral, et partout pas assez responsable, alors on les trouvera, les solutions, parce qu'elles existent et qu'on les connaît. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est d'abord et avant tout une question politique. C'est-à-dire que depuis le début, on parle un peu de solutions techniques, on parle de sur-mesure, d'ajustement. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron veut faire? Qu'est-ce qu'il a proposé en matière de politique publique, de santé? C'est un vrai sujet extrêmement important. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été assez peu évoqué, à la fois pendant sa campagne et ensuite depuis le début de son quinquennat. Donc maintenant, on attend vraiment aussi de sa part qu'il nous dise exactement dans quelle direction il souhaite aller.
depuis le début de la crise, on a juste vu effectivement Agnès Buzyn qui avait annoncé, je crois, au mois de mars, une petite... Il y a une loi santé qui vient d'être votée, une petite prime contestée. On pense que c'est pas la solution. Exactement. Oui, mais si vous voulez, en fait, le problème, c'est que Emmanuel Macron s'inscrit un peu dans la continuité de ses prédécesseurs là-dessus, où c'est à chaque fois, c'est pas une politique extrêmement claire, extrêmement tranchée, et il suffit de voir le débat qu'on a aujourd'hui autour de ce plateau. C'est la meilleure illustration du fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout dans quelle voie, dans quel axe le président de la République souhaite lancer la politique de santé dans les 10, 20, 30 prochaines années. Pardonnez-moi. Et ça, c'est un problème. Mais le problème, c'est que on ne peut pas faire un plan de santé. Là où je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas déterminer une politique de santé uniquement sur des critères d'économie. Alors, rapidement, le budget des hôpitaux est en déficit d'1 milliard. Il faut le savoir. Alors c'est bien joli, il ne faut pas fermer des hôpitaux, il faut développer, il faut augmenter les rémunérations. Mais pourquoi il y a un déficit? Parce qu'il n'y a pas assez de recettes à la sécurité sociale. On n'arrête pas d'exonérer de cotisations sociales et on ne les compense pas. Alors pardonnez-moi, on va écouter ce qu'a dit la ministre de la Santé cet après-midi sur le mouvement de grève. Je vous l'ai dit, qui s'est amplifié. Regardez. J'ai demandé aux directeurs d'hôpitaux et aux directeurs des agences régionales de santé de se rapprocher des services en grève pour voir exactement quelles sont leurs attentes. Parce qu'en réalité, elles sont assez variées d'un site à l'autre. Les solutions qu'on doit apporter sont variables. Et donc, je souhaite qu'on fasse, je dirais, de la haute couture avec ces services d'urgence qui expriment des grosses difficultés. Alors je vous vois hausser les yeux, François-Michel Lambert. Après, bien sûr, je poserai la question à Christophe. Donc, je rappelle que je suis député depuis 2012. J'ai été réélu, je l'assume, avec cette majorité, parce que j'aurais cru qu'on prendrait les sujets loin de certaines idéologies et qu'on reposerait les bases. J'ai quitté il y a un peu plus d'1 an en rejoignant le groupe Liberté et Territoire. Je suis plutôt de tendance écologiste et donc je dirais qu'il y a à refonder notre rapport à la santé et à la médecine de façon générale. C'est devant nous, ça devrait même être un des grands projets. Alors on a le projet de la réforme des retraites, on ne va pas en parler là, sinon on va mettre le feu peut-être. Mais pourquoi la retraite est attirante d'un point de vue médiatique et pour la société? Parce que tout le monde sait qu'un jour il sera à la retraite. L'espère fortement. La personne n'espère un jour aller aux urgences. Donc on se dit, c'est peut-être pas tout à fait pour moi. Et donc les politiques, et c'est ce que vous avez un peu dit, ne s'en saisissent pas pleinement. Sauf que la réalité, elle est en train de nous rattraper. Et je remercie les hommes et les femmes qui se mobilisent aux urgences pour nous dire, mais c'est un sujet d'aujourd'hui. Et nous avons des états généraux à repenser totalement. Pour conclure et notamment sur toute la partie prévention. Pour conclure sur ce sujet, qui manque terriblement. Je vous fais réagir au mot haute couture souhaité par la ministre de la Santé. Allez voir chaque service pour comprendre ce qui se passe. Un système de santé, c'est répondre aux besoins de la population, c'est de l'aménagement du territoire et c'est prendre des mesures pour que chaque citoyen soit traité de manière égale, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter les plans d'économie qui nous tuent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des solutions immédiates. Vous savez, nous, une des propositions qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est l'impôt a été dans les discussions ces derniers temps. Il y a des impôts justes et des impôts injustes. On a un impôt qui est prélevé sur l'hôpital qui s'appelle la taxe sur les salaires. C'est 4 milliards d'euros. L'hôpital et les EHPAD aujourd'hui, il faut créer des emplois. C'est de l'argent. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on supprime cette taxe sur les salaires, un plan d'urgence de 4 milliards d'euros pour l'hôpital et ensuite qu'on se mette autour de la table pour savoir quelles solutions à moyen terme on peut mettre en place pour qu'on ait un vrai système de santé publique qui réponde aux besoins. On a été capable de trouver 3 milliards pour l'ISF et on n'est pas capable de trouver 3 milliards pour nos hôpitaux. C'est une question politique. Ce seront les mots de la fin. Pour ce thème-ci, puisqu'on se retrouve dans quelques instants, on va parler des fraudeurs dans le viseur, entre la sécurité sociale qui voudrait former des agents pour détecter les menteurs, des super enquêteurs installés à Bercy pour traquer les fraudeurs. Sera-t-il possible de continuer à échapper au fisc? En tout cas, derrière tout ça, bien sûr, il y a toujours une histoire politique. Je vous remercie d'avoir été notre invité. On se retrouve tout de suite. Votre programme. Les gens qui ont l'intention de frauder, c'est-à-dire dont l'intention frauduleuse est évidente et marquée, ceux-là, ils n'ont pas peur d'un petit interrogatoire par un inspecteur de la sécurité sociale. Le montant est quand même extrêmement important, c'est 750 000 €, c'est une somme très importante pour une formation dont le contenu ne me semble pas une urgence absolue.
Frauder, échapper au fisc sera-t-il bientôt impossible? En tout cas, la sécurité sociale veut former des agents pour détecter les fraudeurs, les mensonges. Il y a même aussi des super enquêteurs qui viennent de prendre leur quartier à Bercy pour traquer les mauvais payeurs. Dans le même temps, vous le verrez, Bercy a demandé à ses agents d'appliquer une loi qui permet d'être un peu plus conciliant avec les entreprises attrapées hors les clous. On voit tout cela toujours avec nos invités que je resalue, que je remercie. François Decloset, Louis de Ragnel, François-Michel Lambert et Ella Kribi-Ramdan. Merci à vous. Je disais, un menteur, vous ne pourrez bientôt plus vous cacher. En tout cas, pour frauder, il y a cette histoire donc d'agents qui seraient formés pour détecter les mensonges. Mais quelle est aussi la réalité de cette fraude sociale? On voit tout cela, bien sûr, avec les indispensables. Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc quel est ce nouveau détecteur de mensonges pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales? Eh bien, les agents de la Sécu ont reçu le 9 juillet dernier une proposition de formation très particulière. Voilà l'intitulé. Ça s'appelle « Technique d'audition et de détection du mensonge ». Son but, former ces agents à la détection de mensonges en leur donnant des outils nouveaux pour repérer les fraudeurs. Ça passe par l'analyse de leur discours, mais aussi et surtout par l'interprétation de leur langage corporel. En repérant tous les petits gestes qui traduisent du stress, les expressions du visage qui changent, les changements d'intonation dans la voix, les tics, on peut confondre ces fraudeurs et les faire avouer. Écoutez. Esprit criminel. En fait, le corps, il va fuiter les aspects de vérité. Donc c'est ça en fait qu'on va voir, ce sont des signaux de vérité au travers de différents canaux. Donc c'est ça la pertinence. Cette formation aura lieu en groupe de 8 à 12 personnes sur des sessions de 2 à 3 jours et elle pourrait coûter assez cher à la sécurité sociale puisque voilà son devis, 749 999 € hors taxe. Un module qui sera proposé au personnel de l'assurance maladie mais aussi des caisses d'allocation familiale et des caisses de retraite. Mais ces techniques ne font pas l'unanimité, loin de là, elles sont décriées même par les spécialistes. Dans l'analyse du mensonge, le non-verbal n'est pas encore la technique la plus fiable. Avoir une émotion, c'est pas forcément être un menteur. Et quel est le montant de cette fraude? Alors, selon un rapport de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, les fraudes aux prestations sociales ont atteint 587 millions d'euros en 2017. Les fraudes aux prestations familiales sont les plus importantes, 295 millions d'euros, devant celles à l'assurance maladie, 277 millions, et les prestations vieillesse, dont 15 millions d'euros, sont détournées chaque année. Une fraude en constante augmentation depuis 2013. Regardez, on voit, c'est très net sur cette courbe. Elle a encore augmenté d'ailleurs entre 2016 et 2017, passant de 546 millions à 587 millions d'euros. Et ce chiffre serait largement sous-évalué parce qu'il est calculé à base des fraudes recensées, démasquées par la sécurité sociale. La fraude effective, elle, pourrait être bien plus élevée et atteindre même plusieurs milliards d'euros. Merci beaucoup Jennifer et à tout de suite parce qu'on va parler d'une autre traque, d'une autre fraude dans quelques instants. Mais là, je vous ai vu réagir tous sur ce plateau en regardant l'exposé de Jennifer et visiblement vous étiez outrés, choqués, vous trouviez ça ridicule, François-Michel Lambert même. Il y a une fraude à 1 million d'euros TTC. Si je reprends le chiffre de la prestation de cette société, moi le dernier livre que j'ai lu, Votre cerveau vous joue des tours, Albert Moukébert, qui est très intéressant, je vous invite à chacun à le lire par ailleurs, et qui démontre que le comportement qu'on peut avoir, vos clignements des yeux à l'instant, ma perception peut être différente de celle que François Decloset aurait de ce clignement, et peut-être que vous êtes en train de me mentir, et donc je commence à me poser des questions. Voilà. Donc, sans avoir parlé. Sans avoir parlé, j'ai lu dans votre langage. Non, notre cerveau nous joue des tours parce que nous rentrons avec des a priori vis-à-vis des relations à l'autre. Voilà le livre qu'il faudrait plutôt donner à chacun et chacune à lire, et notamment aux gens des services adéquats. On est à l'ère du numérique tout de même. On peut faire toutes les recoupements, toutes les confrontations. Là, oui, il faut laisser la sécurité sociale pouvoir confronter les différents fichiers et à certains moments, on voit là les fraudes. Pas
parce que le monsieur a bougé le bout du nez. Là-dessus, moi je vous rejoins, ça paraît totalement cosmétique et il y a déjà tant à faire, il y a énormément à faire. Il y a Charles Prats, vous savez, qui était un magistrat en disponibilité, qui était justement à la délégation nationale de la lutte contre la fraude et qui expliquait qu'il y avait déjà 1,8 numéro de sécurité sociale qui avait été construit, qui avait été délivré sur la base de faux documents donc, qui venaient essentiellement de pays qui étaient africains, Algérie, Maroc, Congo, Mali. Et il estimait, lui, alors tout à l'heure c'était très bien expliqué, qu'il y avait un peu moins d'1 milliard d'euros de fraude. Lui, il disait que le montant pouvait aller jusqu'à 14 milliards d'euros. Tous ces chiffres ont été remis en cause. Enfin, lui, en tout cas, il a travaillé là. Donc, tous ces chiffres ont été remis en cause. Donc c'est quand même énorme. Et donc on se rend compte qu'au-delà... On ne sait pas où on en est. C'est ce qu'il faut d'abord dire. En tout cas, il y a déjà 1 milliard, 14 milliards. Énormément à faire. Les fraudes sociales sont faciles à démasquer. Grâce à des outils plutôt techniques. Il s'agit davantage de croiser. Mais voilà. C'est plutôt Cédric Villani que nous aurions dû mobiliser que cette personne. Saluons quand même c'est quand même positif que le gouvernement s'implique et donne une impulsion pour lutter davantage contre les fraudes sociales. Louis Dragnel, nous avons une invitée qui nous attend par téléphone. Alors je vous donne la parole, Ella Kribi-Romdan, et on la rejoint juste après. Non, mais que les administrations communiquent entre elles pour détecter les fraudes, les éventuels fraudeurs, oui. Qu'on en arrive à analyser les comportements avec des techniques dignes des séries américaines, sans résultat objectivable et certain. Je pense que c'est assez dangereux, en fait, de s'aventurer sur ce terrain-là. Alors, on va demander le point de vue de quelqu'un qui est très concerné par la personne. Il s'agit de la sénatrice UDI, Nathalie Goulet. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Là, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de souci. On vous a vu en début de séquence. On vous a aperçu et merci d'être avec nous en direct. Votre point de vue... Votre point de vue est d'autant plus intéressant puisque vous êtes membre de la commission des finances et que vous devez remettre début septembre au Premier ministre Édouard Philippe un rapport sur la fraude aux prestations sociales et vous êtes chargé d'évaluer et de recommander des moyens d'action. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout satisfaite par ce que nous venons d'évoquer. D'abord, je voudrais dire que cette mission m'a été confiée avec Carole Grandjean, qui est députée La République En Marche de Meurthe-et-Moselle, et que nous faisons un travail d'équipe absolument remarquable. Ça, c'est la première chose. La seconde, Charles Prats n'est pas un ancien magistrat en disponibilité. Il est présentement vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Donc il n'est pas en disponibilité. Troisièmement, pour en revenir à l'appel d'offres, les gens qui sont autour de votre table imaginent que 750 000 €, c'est quand même énormément d'argent. C'est de l'argent qui est ponctionné sur le budget des caisses de sécurité sociale. Il y a quand même autre chose à faire, puisque toute la polémique vient de cet appel d'offres à 750 000 € détecté par le Parisien. Bon, donc évidemment, je ne sais pas, dans votre équipe, autour de vous, vous avez un certain nombre de gens qui ont affaire au service de sécurité sociale. Je voudrais savoir, et je suis à peu près sûr qu'on est sur le doigt d'une main, combien de gens ont eu affaire à un agent face à face. Alors, je vais me permettre de poser la question sur ce plateau. Y a-t-il quelqu'un qui se sent concerné ? Qu'est-ce que c'est être face à un agent en face à face? Aller au centre de sécurité sociale, oui, j'y suis allé. Mais pour des problèmes administratifs. Donc voilà votre. C'était peut-être l'agent qui était mal à l'aise parce que il y avait des problèmes pour résoudre la carte vitale que j'avais. Vous avez votre réponse, voilà. Nathalie Goulet. Oui. Mais bien sûr. Et si vous voulez, donc c'est pas un problème de mensonge, la carte fonctionnait pas. On a des fraudes massives. La délégation nationale à la lutte contre la fraude qui a émis, bon ça c'est les fraudes détectées, mais il y en a énormément. Il y a une créativité du fraudeur. Alors, je voudrais quand même profiter de votre antenne pour vous dire une chose. La fraude sociale, c'est pas une fraude au rabais. C'est pas fraude fiscale ou fraude sociale. C'est pas fromage ou dessert. C'est les deux. La fraude fiscale, c'est de l'argent qui rentre pas. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort tous les mois des caisses de la sécurité sociale, c'est-à-dire des nôtres. Et pendant qu'on paye des gens, qu'on donne des prestations à des gens qui n'y ont pas droit, les agriculteurs, etc., ne peuvent pas toucher des sommes raisonnables ou normales. Donc, si vous voulez, c'est une rupture du pacte sociétal, la fraude à la sécurité sociale. Donc, ceci dit, il faut souligner qu'il y a une augmentation de cette fraude. Je reprends le chiffre, ça représente plus 5,6% la fraude aux prestations sociales. Donc, il faut tout de même aller la chercher.
la fraude, la détecter. Réaction sur ce plateau. Mais ce qu'il faudrait tout de même, c'est cesser avec ces évaluations précises sur le montant des fraudes. Parce que les fraudeurs, figurez-vous, en plus de tous leurs défauts, ils ne vont même pas déclarer les fraudes qu'ils vont faire. Alors je ne vois pas comment on peut dire c'est tant de milliards. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a une idéologie qui a plané sur cette notion de fraude. La droite trouvait toujours qu'on en faisait trop contre la fraude fiscale et la gauche hurlait dès qu'on voulait faire du contrôle sur la fraude sociale. Les deux fraudes doivent être combattues dans les deux cas, mais attention, pour qu'il y ait fraude, il faut qu'il y ait une intention frauduleuse. Absolument. Ne confondons pas la fraude avec toutes les erreurs qui peuvent se commettre et se traduire par du moins perçu, par du trop perçu. Mais la fraude, oui, elle existe et jusqu'à présent, malheureusement, il faut dire, la gauche se gendarmait quand on voulait faire du contrôle de la fraude sociale. Vous stigmatisez les pauvres, les malades, c'est horrible, c'est idiot. Le contrôle ne stigmatise sur l'ensemble des pas. bénéficiaires. Et la Kribi-Ramadan vous répond. Mais quelle est la part de fraudeurs, monsieur, sur la totalité des bénéficiaires d'aide sociale? Oui, oui. Eh bien, vous venez de le dire, il faut précisément faire un contrôle pour ne pas étendre la suspicion à l'ensemble. Une fois qu'on sait qu'il y a un bon contrôle, à ce moment-là, on ne va plus dire que les malades sont de faux malades, que les chômeurs sont de faux chômeurs. C'est pour ça que je veux un contrôle social. Nathalie Goulet réagit également. Oui, alors, je pense que François de Closet a complètement raison. La fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres. Je veux dire, les gens qui n'ont pas les moyens sont des gens dignes, c'est pas eux qui fraudent. Notre système est tellement complexe qu'on est arrivé à laisser s'insérer des réseaux complets. 30% des fraudeurs, 80% de la fraude par le dernier rapport de la Cour des comptes qui a fini par faire un rapport sur la fraude, c'est le système médical. Vous avez un médecin qui va faire une visite dans un EHPAD, il compte 80 consultations ou 40 consultations ou 20 consultations, plus 20 déplacements, alors qu'il est exactement au même endroit. Il y a une fraude non dite. Il ne faut pas penser que ce sont les assurés qui fraudent le plus. Il y a aussi un problème avec le secteur médical. Et donc, le rapport que nous a demandé le Premier ministre à Carole Grandjean et à moi, c'est de faire un point des systèmes. Et moi, je voudrais juste vous dire qu'il y a une fraude documentaire absolument massive, et Charles Praz a complètement raison, donc il n'est pas magistrat en disponibilité, il est vice-président du tribunal de grande instance de Paris, et il connaît très bien ces sujets. Et donc, si vous voulez, il y a une partie, et je partage complètement ce qui vient d'être dit sur votre plateau, et je regrette amèrement de ne pas y être, mais il y a une espèce de négation de la fraude sociale alors qu'elle existe, et qu'elle est une Nathalie rupture. Goulet, voilà. Je voudrais aussi écouter d'autres voix, d'autres réactions politiques. Regardez, vous écoutez, et puis on y revient juste après. Je vais faire de mon mieux. Il faut aussi lutter contre la fraude sociale quand vous avez des escroqueries organisées à la TVA, la taxe carbone, bon, tout ça, vous avez de la fraude qui est organisée, de la cavalerie. Bon. Donc il ne s'agit pas simplement de former des gens aux détecteurs de machin, il faut des inspecteurs qui soient dédiés à ça. Moi, je pensais quand même que la sécurité sociale française était depuis longtemps formée et était au top pour détecter ces fraudes. Et il s'avère que non, et c'est bien d'ailleurs le problème. La fraude est considérable et elle n'est pas détectée, elle n'est pas combattue. Je trouve que c'est une bonne chose que les agents de la sécurité sociale soient plus enclins, formés d'abord, mais aussi après le mettre en pratique, à détecter celles et ceux qui veulent détourner la solidarité nationale. On ne joue pas avec l'argent des Français. Et la Kribi-Ramadan. Non mais bien sûr qu'il faut lutter contre la fraude et bien sûr que le fait de laisser exister quelques fraudeurs, ça entache l'ensemble des bénéficiaires d'aide sociale. Simplement, il faut ramener quand même le ratio. On estime qu'il y a à peu près 2% de personnes, c'est le chiffre qui revient régulièrement, qui fraudent. Vous l'avez rappelé sur le plateau, il y a aussi des fraudes qui ne sont pas voulues par les bénéficiaires et donc parce qu'il y a et moi je voulais justement qu'on insiste sur un point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de non-recours
aux aides sociales. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à telle ou telle aide. On estime à 30% le nombre de personnes qui n'ont pas recours aux aides. Non, mais il faut aussi remettre les choses... C'est des avancées récentes dans la loi, il faut quand même le signaler, hein, que dans cette majorité, elle a fait avancer ce point. Mais c'est important de le rappeler, parce qu'on entache, et je voudrais peut-être qu'on en parlera dans un instant, mais la fraude fiscale, c'est aussi on y vient justement. Voilà. Louis Dragnel et après Nathalie Goulet. J'avais une question à poser justement à Nathalie Goulet sur la question de la fraude sociale. Je faisais des petites recherches avant de préparer cette émission, et il était question à de multiples reprises de la fraude sociale qui était organisée depuis des pays étrangers. Et je voulais savoir quelles étaient les actions qu'il faut mettre en place, en pratique, de la part de la France avec ses partenaires étrangers pour lutter efficacement contre cette fraude qui manifestement, à travers les flux de capitaux, les transferts d'argent, sont identifiables et détectables. Non, détectable non. Alors d'abord il faut faire une différence, c'est très important, entre la nationalité du fraudeur et la nationalité qu'il utilise pour frauder. C'est très important, c'est fondamental. Ensuite, vous avez un système d'inscription au Sandia, c'est-à-dire en fait dans nos systèmes de santé, sur la base de documents qui sont grosso modo numérisés et dont la qualité probante est aléatoire, pour ne dire que ça. Ensuite, comme l'a dit Charles Pratt très justement, il y a une fraude documentaire extrêmement importante. Et comme vous avez un volant d'affaires très important, c'est très compliqué. Donc pour répondre à votre question rapidement, parce que je sais que je ne suis pas toute seule, et je le regrette, et non, et j'aime le dialogue, il faut absolument rétablir des actes d'état civil dans des pays où l'état civil n'existe pas. Et il faut suivre de façon ferme ce que dit la police de l'air et des frontières, qui pour le coup fait de la formation en matière de fraude documentaire, parce qu'on en revient au sujet initial, c'est-à-dire la formation de je te tiens, tu me tiens par la barbicelle, qui est quand même médiocre. Merci beaucoup Nathalie Goulet, parce qu'il est l'heure pour moi de vous remercier. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je vous en prie. À très bientôt. On a d'autres sujets encore à aborder. Je voulais en venir aussi à cette note, c'est paru dans les Échos, des syndicats à Bercy qui ne sont pas du tout satisfaits d'avoir reçu la consigne d'appliquer en fait ce qui est une loi, mais une loi qui demande d'être un peu plus souple avec les entreprises, de ne pas appliquer de façon mesurée les règles s'appliquant aux entreprises. Alors, comment il faut l'interpréter, François de Closet? Vous savez, dans le droit des entreprises, il y a des moments où il faudrait qu'on impose. Par exemple, là, on parle des fraudeurs et les mauvais payeurs. Tous ceux qui étranglent les PME en ne les payant pas. Vous savez, c'est en France une plaie. Et le nombre d'entreprises qui disparaissent parce que vous avez des donneurs d'ordre, qui parfois d'ailleurs sont dans le monde administratif, qui ne payent pas. Alors, c'est pas vraiment de la fraude, mais le résultat est le même. Et en revanche, quand un petit patron ne peut pas payer, à essayer mais que derrière, il y a 15, 20 personnes qui seront au chômage. Oui, il faut peut-être faire preuve d'un peu de prudence et je ne suis pas choqué que l'on souligne ça. Il s'agit d'alléger les procédures, d'avoir moins de procédures devant les tribunaux. François-Michel Lambert. Le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, a initié justement une démarche pour aller aider ces entreprises. Il m'a donné des chiffres, c'est plus de 50% des petites entreprises coulent pour des problèmes de trésorerie et de non-paiement de ceux que leur doivent les plus grands, les plus forts, et très souvent l'administration. Et son premier rôle avec ses équipes, c'est d'aller justement, et très souvent dans l'administration, dire mais là, il faut que vous payiez. Ça fait 6 mois que vous n'avez pas payé cette entreprise. Donc regardons les choses. Et comme vous l'avez dit, attention aux équilibres. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on veut aider les petites entreprises, justement parce qu'elles sont dans une difficulté, et peut-être qu'il est nécessaire d'étaler un règlement suite à une fraude, ce sont les grandes qui en profitent. Et souvenez-vous, quelle difficulté pendant des années pour faire sauter le fameux verrou de Bercy qui était dans le contrôle des grands fraudeurs, etc. Donc on a les grandes entreprises qui essayent d'utiliser ce que nous voulons donner aux petites entreprises, mais pour se servir sur elles-mêmes et non pas pour l'économie de la société. Je précise l'argument notamment de la CGT qui a dénoncé quelque part cette note qu'ils ont reçue en interne, c'est de dire que c'est une remise en cause claire de la mission des contrôleurs du fisc, dont la mission, c'est d'aller récupérer l'argent quand il doit revenir à l'État.
Non, mais il y a très clairement une orientation affichée du gouvernement qui consiste à dire bon, voilà, on assouplit les règles de contrôle des entreprises sur le paiement de leurs impôts. On fait le CICE sans exigence d'avoir des contreparties qui permettent de créer des emplois vraiment. Enfin, voilà, il y a un contexte comment dire, politique qui fait que sans différencier pour autant les petites et les grandes entreprises. Il faut aller jusqu'au bout. Le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire qu'en effet, moi je partage assez l'idée qui consiste à dire voilà, les petites entreprises et les artisans, etc., sont dans des situations très difficiles. Après, je constate quand même... Il n'y a pas un enrichissement caché du patron. Non, ça, voilà. Et cette situation-là... Mais très souvent, c'est des trésoreries qui manquent. Combien d'entreprises ont un carnet de commandes de 2 ans et qui ne sont pas payées? On arrive aussi à ça parce que finalement, il n'y a plus assez de contrôleurs. Et qu'en plus, la politique du gouvernement, c'est de supprimer des postes de fonctionnaires. Et à l'État, c'est en particulier à Bercy que ça se passe. Louis Dragnel, et puis on poursuit sur la fraude fiscale. Juste une très courte remarque. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que vous venez de dire, cher François. Vous faites un amalgame quand même entre le fait de payer en retard et le fait de frauder. C'est à peu près pareil. Mais moi, ça c'est aussi répugnant. Ah non, mais ça me scandalise parce que dans un cas, même si c'est très pénalisant pour l'entreprise, on n'est pas dans un débat moral. Même si c'est très pénalisant pour l'entreprise, in fine, l'entreprise est payée. Dans un autre cas, non, elle est morte. Non, mais elle est morte. Mais dans un autre cas, la fraude délibérée, intentionnelle, il y a une volonté de détourner de l'argent. Non, mais c'est quand même deux choses très différentes. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'on peut pas faire l'amalgame, ça n'a rien à voir. C'est la plaie de l'économie française, les retards de mais c'est pas pareil que la fraude. On peut pas dire que c'est la même chose, parce que dans un cas, la fraude sociale, non mais la fraude sociale en plus c'est au détriment de l'État. Les gens volent l'État. Mais là c'est au détriment de l'État, puisqu'après il y a des chômeurs. C'est le grand qui étrangle le petit. Non mais c'est pas bien. C'est pas du tout pareil. Alors je vous le dis, on vous entend plus, on vous comprend plus. Merci. François de Closé, puis après on passe à la fraude fiscale. Vous vouliez réagir, répondre peut-être à Louis Dragnel? Non, je voudrais dire simplement attention, la fraude fiscale, c'est quand même l'argument démagogique le plus utilisé en France. C'est-à-dire, vous pouvez lancer n'importe quel projet, et comment les financerez-vous? Mais monsieur, il y a 100 milliards de fraude fiscale, on ne sait pas d'où sort ce chiffre, et donc je vais récupérer ces 100 milliards et je les dépense tout de suite. Merci pour la transition, François de Closé, formidable. Autre traque, celle d'une nouvelle brigade de super enquêteurs du fisc qui a pris ses fonctions, c'était le 3 juillet dernier, et c'est une mission que s'est affectée Bercy, des moyens plus importants pour traquer la fraude fiscale. Les indispensables, bien sûr, avec Jennifer pour faire le point sur tout ça. Et donc, Jennifer, de son côté, Bercy cherche aussi un moyen de mieux lutter contre la fraude fiscale. Donc, comment? Grâce à de super agents des impôts dotés des mêmes pouvoirs que les policiers. Regardez, ils pourront recourir à la géolocalisation, aux écoutes téléphoniques, aux saisies, aux perquisitions, aux filatures et même au garde à vue. Enfin, ces policiers de Bercy seront armés et placés sous l'autorité d'un magistrat. À en croire Gérald Darmanin, ça va tout changer. Par exemple, si un contrôleur fiscal qui fait une perquisition fiscale constate qu'il y a 2 millions en liquide qui ne sont pas déclarés, il les déclare sur le compte-rendu, mais jusqu'à présent, il ne pouvait pas les saisir. Alors, combien seront-ils? Ils sont déjà 25 agents. Ils ont été formés pendant 6 mois à l'école des douanes de Tourcoing, dans le Nord. 15 autres les rejoindront dans les prochains mois. Au total, 40 officiers fiscaux judiciaires seront à l'œuvre dès cette année. Et pourquoi mettre en place cette police de Bercy, alors? Eh bien évidemment pour lutter contre la fraude fiscale. En 2015, rappelons-le, cette fraude fiscale coûtait aux États membres de l'Union européenne entre 750 et 900 milliards d'euros de manque à gagner. En France, on la chiffre entre 25 et 120 milliards d'euros par an. Et si la fourchette est aussi large, c'est parce qu'il est très difficile de quantifier cette fraude dissimulée. La preuve, regardez, un syndicat de Bercy l'estime à 100 milliards d'euros par an en France. La Cour des comptes, elle, table sur 25 milliards. Le Sénat l'évalue quant à lui à 36 milliards d'euros par an. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de nouveaux outils pour lutter contre cette fraude fiscale, car cette lutte a tendance à stagner depuis quelques années. En 2018, 11,6 milliards d'euros de créances fiscales ont été recouvrées par l'administration fiscale.
c'est 500 millions de moins qu'en 2017. Les droits et pénalités issus de redressements fiscaux ont aussi baissé depuis 5 ans, passant de 21,2 milliards en 2015 à 16,2 milliards en 2018. Alors, est-ce que ça veut dire que les Français fraudent plus? Eh bien, pas forcément. Cette baisse s'explique aussi par le fait qu'il y a plus de repentis fiscaux. Rappelez-vous, après l'affaire Cahuzac, en 2013, une cellule de dégrisement fiscal avait été mise en place. Et entre 2013 et 2017, Bercy avait reçu 50 000 demandes de régularisation, souvent pour des comptes bancaires domiciliés en Suisse, et récupéré près de 8 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Et justement, est-ce aussi facile de frauder le fisc aujourd'hui qu'avant ? Non, c'est de plus en plus difficile. C'en est par exemple quasiment fini du secret bancaire en Suisse. La semaine dernière, on a appris qu'UBS allait devoir transmettre au fisc des informations sur près de 40 000 comptes des contribuables français soupçonnés de fraude. Tous ces comptes vont être épluchés et le fisc espère retrouver la trace de 10 milliards d'euros cachés en Suisse. Au niveau mondial aussi, il existe désormais une plateforme d'assistance fiscale à laquelle ont accès près de 130 pays qui ont signé finalement 8000 accords d'échange d'informations. De quoi faire très peur aux fraudeurs. La preuve, depuis la création de cette plateforme, 500 000 contribuables ont régularisé leur situation. Les États ont récupéré 95 milliards d'euros. D'ailleurs, c'est net, les dépôts dans les paradis fiscaux ont chuté depuis 2008, moins 35% en 10 ans, c'est 600 milliards d'euros de moins. Conclusion, pour frauder le fisc, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il faut maintenant se rabattre sur une petite douzaine de paradis fiscaux. On pense à Trinidad et Tobago ou encore aux îles Vierges américaines, des États qui refusent toujours de partager les données bancaires. Il faut donc avoir recours à des montages super complexes dans des petits États confettis. Merci beaucoup Jennifer. Et derrière tout cela, on va se poser la question de savoir s'il n'y a pas une histoire politique, la volonté de reconquérir quelque part après un début de quinquennat difficile par rapport à tout ça. Regardez les réactions politiques, on en reparle juste après. Quand vous cherchez la justice sociale, il faut aller chercher la justice fiscale. C'est obligatoire dans un pays. La fraude, qu'elle soit fiscale, sociale ou autre, qu'elle touche les catégories riches, moyennes ou plus défavorisées, doit être combattue de la même façon et on doit tendre vers sa suppression. Voilà, et c'est une réponse aussi à ce qui a été exprimé largement lors du grand débat national, par exemple, c'est-à-dire problème de consentement à l'impôt, parce qu'injustice fiscale, besoin de réponse à ce niveau-là. Et la Kribi Ramdan. Écoutez, moi je trouve plutôt bien qu'on traque les gros fraudeurs, puisque c'est bien de ça dont il s'agit quand on crée une brigade de 25 agents et qu'on arrive à croiser des données au niveau international. Tant mieux, on se focalise enfin sur ceux qui font perdre le plus d'argent à l'État, mais ça n'empêche qu'on ait la réflexion sur une vraie réforme fiscale qui ne consiste pas à supprimer l'ISF, mais plutôt à le rétablir. Et si on veut vraiment répondre aux mobilisations, aux grands débats, etc., je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va falloir qu'on se concentre très rapidement. Comment on rétablit de la justice fiscale dans ce pays ? C'est une très bonne chose, mais il faut quand même aussi regarder de près de quoi il s'agit. Et il ne faut pas faire croire aux Français qu'avant, il n'y avait pas de contrôle. C'est-à-dire qu'avant, c'était certes pas les services de Bercy qui avaient ce pouvoir d'investigation, mais il y avait des services de police qui étaient saisis, qui faisaient toutes ces enquêtes, ces policiers pouvaient poser des balises, placer en garde à vue, interpeller. Il n'y a pas d'avant et d'après par rapport à ça. La seule chose qui change, c'est que maintenant, Bercy peut, d'initiative, mener ce type d'investigation. Et voilà, il faut quand même regarder une chose, c'est de combien de personnes est constituée cette brigade, 25. C'est pas avec ça non plus qu'on va faire une révolution incroyable. Et je crois qu'il y en aura une quarantaine à la fin de l'année. Quand on voit la taille des dispositifs des services de police enquêteurs qui ont besoin de moyens pour mobiliser, pour faire des vraies investigations longues, parfois il faut 250 enquêteurs. François, ouais. Voilà, 2 poids 2 mesures quand même. François, fonctionnaires. Il faut savoir mesurer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Si vous constatez que la fraude diminue, vous dites, ah ben alors les policiers fiscaux sont très mauvais puisque ce qu'ils récupèrent est de moins en moins. Or, c'est le contraire. Figurez-vous qu'en matière de fraude fiscale, c'est la répression
La peur de la répression est très efficace. La prison, c'est vrai, en France, ça n'existe pratiquement pas, la prison pour fraude fiscale. Alors que dans beaucoup d'autres pays, aux États-Unis, ailleurs, bien sûr que ça existe. Et là, si on avait cette sévérité avec la disparition du verrou de Bercy, peut-être que ça arrivera. Si vraiment les gros fraudeurs se disaient « attention, je risque la prison, je risque la prison », je pense que beaucoup ne frauderaient plus et que donc, au total, on récupérerait moins d'argent parce que la lutte contre la fraude aurait marché. François-Michel Lambert. Dans la continuité de ce que vient de dire François Decloset, l'affaire Cahuzac a fait qu'il y a eu 50 000 demandes de régularisation. Donc effectivement, la peur amène à ce que beaucoup se disent finalement, peut-être que je vais gagner un peu moins, mais je serai dans le moindre risque. Mais moi, je voudrais quand même faire un enchaînement. Fraude fiscale, optimisation fiscale, ISF, impôt sur la fortune, la fiscalité, à un moment donné, tout ça nécessite une certaine visibilité en termes de politique publique. Et aujourd'hui, la disparition de l'ISF ne peut pas se remplacer par une course derrière la fraude fiscale. Il faut repenser aussi les équilibres de la participation de chacun à l'effort national. Et je finirai sur l'optimisation fiscale. C'est aussi une autre Europe à construire, parce que l'optimisation fiscale, elle se fait à l'intérieur même de l'Union européenne. Donc on a devant nous énormément de chantiers encore. Peut-être est-il en train d'y travailler, le président de la République. Il a nombre de dossiers qu'il attend sur son bureau de Brégançon et de nombreux dossiers d'ordre diplomatique, agenda à venir chargé, un G7 à la fin du mois à Biarritz. Il y a aussi l'Iran à gérer. On fait le point, les indispensables avec Vincent Lamot. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors quel est le programme d'Emmanuel Macron diplomatique pour cet été? Alors il a déjà commencé, Emmanuel Macron, il a multiplié les appels pour apaiser les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Et le premier appel passé, c'est avec Donald Trump, c'était vendredi dernier. Il y a eu ensuite le président Hassan Rouhani, président de l'Iran, le 30 juillet, c'est mardi. Et puis hier, c'est le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, c'était juste hier. Donc l'objectif, c'est faire baisser les tensions dans le Golfe. Il va aussi recevoir, autre date notée sur son agenda, Vladimir Poutine, le 19 août. Et les sujets de conversation ne manquent pas. Il y a eu, je vous le rappelle, 1300 manifestants qui ont été arrêtés. Ils s'opposaient au blocage des élections, blocage de la présentation donc, de certains candidats aux élections municipales. Il y a l'affaire Skripal et puis le dossier ukrainien. La volonté de remettre la Russie au cœur des échanges, au cœur de la scène internationale, sans le réintégrer au G7, car la Russie est toujours exclue du G7 depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. On en vient donc à parler de ce G7, ça arrive juste à la fin du mois d'août, du 24 au 26 août exactement, sans la Russie donc, mais avec la France bien sûr, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et puis le Canada. Cette fois-ci, l'objectif de cette année, c'est lutter contre les inégalités. Quels sont les dossiers un peu compliqués en termes de diplomatie pour le président? Alors, on en a parlé un petit peu avant. Le dossier qui est sur la table, c'est celui des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Et Emmanuel Macron, depuis le début de cette affaire, se positionne comme un arbitre. On l'écoute. Dans la région, notre responsabilité, nous le faisons depuis le début, est d'appeler au calme. L'objectif final, c'est la sécurité collective de la région. Je suis très attaché à ce que l'escalade soit évitée dans la région. Son objectif, c'est de maintenir cet accord sur le nucléaire qui date de 2015. Et c'est depuis que les États-Unis sont partis de cet accord que les tensions ont vraiment commencé. Elles se sont accrues ces dernières semaines à cause du sabotage de certains navires dans la région du Golfe. Les États-Unis accusent l'Iran d'être le responsable. L'autre dossier qui reste sur la table, et il y est depuis un petit moment, il faut le dire, c'est le Brexit. Le Brexit donc, qui est prévu pour le 31 octobre. Et la donne a changé depuis qu'un nouveau Premier ministre est à la tête du Royaume-Uni. C'est Boris Johnson. Il ne s'en est jamais caché. Il n'est pas contre un Brexit dur, une sortie dure. Emmanuel Macron, lui, il reste droit dans ses bottes et il résiste face à la position de Johnson. Il ne faut pas avoir peur de ce scénario qui n'est pas le meilleur, mais qui reste toujours une option possible, mais qui serait in fine toujours la responsabilité britannique, je le rappelle. Car à la fin, jusqu'à la dernière seconde, le gouvernement britannique a la possibilité de retirer l'article 50 et de décider de ne plus sortir.
Alors, le président et ses alliés européens comptent toujours négocier un accord de sortie avant le 31 octobre. Emmanuel Macron devra aussi soigner ses relations avec les autres chefs d'État. Surtout, Donald Trump, en ce moment, entre les deux présidents, eh bien, les tensions se sont creusées. Il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles taxes sur les GAFA, sur ces géants du numérique qui s'appliquent donc aux entreprises américaines. Et Donald Trump a répliqué, il l'a, il faut le dire, insulté dans un tweet. On va le regarder ensemble. Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle suite à la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. C'est dit. Le sujet sera, on sans doute, sur la table du prochain G7, donc à Biarritz. Et puis regardez cette image. C'est Jair Bolsonaro. Vous le voyez, il est en train de se faire couper les cheveux. C'est le président donc du Brésil. Sauf que à ce moment précis, il avait rendez-vous avec Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Une provocation, voire une humiliation pour afficher son mépris face à la pression exercée par Paris sur les questions d'environnement. Bon, et Brégançon, le fort, est souvent le cadre de rencontres diplomatiques qui sont décisives. Alors, premier duo, première invitation, on va la regarder ensemble, c'est Helmut Kohl, le président, le chancelier allemand, avec, bien sûr, François Mitterrand. On l'a reconnu, une rencontre pour sceller la réconciliation franco-allemande. Et c'est grâce à cet entretien que le téléphone rouge a été instauré entre les deux pays. En 2004, une autre image, cette fois-ci, c'est Jacques Chirac qui invite le président algérien Bouteflika. L'objectif à ce moment-là, c'était d'apaiser les tensions entre les deux pays. Il faut dire tendues après les déclarations 4 ans plus tôt du président algérien. Il avait qualifié les harkis de collabos. Et puis une autre invitation décisive, c'est celle de Nicolas Sarkozy à Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine. L'objectif à ce moment-là, c'était d'entériner un plan de paix entre la Russie et la Géorgie. Résultat, 8 jours plus tard, la Russie retire ses dernières troupes du territoire géorgien. Merci beaucoup, Vincent. Quel est, selon vous, le dossier qui est sur le haut de la pile du président de la République, là, en ce moment, François de Closet ? Je pense que le vrai dossier auquel tout le monde pense, c'est le dossier financier. Mais ça, on n'en parlera pas. C'est la guerre des monnaies qui risque de partir, déclenchée par Trump, et de nous amener dans une catastrophe financière. Tout le monde sait que la politique de Trump et de celle des autres banques va conduire le monde à une crise financière plus grave que celle de 2008. Mais chacun veut être réélu, M. Johnson, M. Trump, et fait la fuite en avant. Mais on n'en parlera pas. On va parler de l'Iran, bien sûr. Et là aussi, le vrai problème, c'est de savoir pourquoi l'Amérique a ce pouvoir incroyable, quand elle décide quelque chose, d'imposer à tous les pays. Songez qu'à l'heure actuelle, les entreprises de tous les pays, comme la France, qui n'approuve pas du tout la rupture de l'accord nucléaire avec l'Iran, sont obligées de respecter l'embargo et ont rompu tous les liens commerciaux avec l'Iran parce que l'Amérique nous l'impose. Et là, personne n'osera dire... Mais c'est ça le dossier compliqué, voire urgent du président. Le dossier, on rappelle qu'il a dépêché son conseiller, un de ses conseillers les plus proches de l'Élysée, diplomatique, à Téhéran, pour essayer de rejouer le médiateur, parce que la situation est extrêmement tendue. C'est très compliqué quand même, parce qu'il y a un enchevêtrement de situations où tout est interconnecté. C'est-à-dire que si vous bougez sur le sujet iranien, ça va avoir des conséquences sur d'autres sujets avec Donald Trump, avec les États-Unis. Et du coup, on assiste quand même depuis quelques années maintenant à un durcissement énorme des relations internationales entre les grandes puissances. Donc ça, c'est quand même le contexte. On a quand même changé totalement d'époque. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, Donald Trump nous impose l'extraterritorialité du droit américain, nous impose quand même, nous soumet à des pratiques à laquelle effectivement, et nous on est tout petit quand même, donc on a du mal à dire non. Il y a ce rôle de médiateur là. Exactement. Mais du coup, la grande difficulté, vous voyez par exemple... C'est central d'être médiateur, non? Oui, mais alors en fait, on n'est pas vraiment médiateur. On essaye de l'être, de donner l'impression qu'on l'est pour faire plaisir peut-être aux Français. Mais dans le fond du fond, on sait très bien que c'est Donald Trump qui impose tout. Et regardez, il suffit simplement de regarder. Hier, Donald Trump a dit, par exemple, sur la question iranienne, qu'il demandait à l'Union européenne d'être davantage présente dans la région du détroit d'Ormuz, parce qu'il disait que les Américains ne sont pas les seuls à devoir gérer la sécurité de cette région du monde. Sauf que nous, les Français, par exemple,
exemple, on n'a pas de lien direct. Normalement, depuis le début, en tout cas, on ne cherche pas à s'impliquer directement et militairement. Il va certainement parler de cette situation avec Vladimir Poutine. On l'a vu, il va le recevoir. C'est une séquence extrêmement importante au cœur de l'été pour le président de la République, François-Michel Lambert. Oui, on est dans la continuité de la diplomatie française, et notamment initiée ou réveillée par le général de Gaulle et que tous les présidents ont mené. Mais aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus puissant, de plus en plus complexe, c'est plus la taille de la France qu'il faut regarder, hein, c'est l'Europe. Et moi, j'appelle à ce que nous bâtissions. Alors, je sais que le président de la République, Emmanuel Macron, a cette ambition, mais que l'Europe se bâtisse sur elle-même. C'est 25% du PIB mondial, c'est-à-dire un quart de la richesse mondiale, qui n'est pas en capacité d'avoir une puissance diplomatique à la hauteur de ce qu'elle est en termes de puissance économique. Et donc, vous l'avez dit, hein, le président Trump peut se permettre d'avoir des lois extraterritoriales. Ça veut dire quoi, des lois extraterritoriales? Ça veut dire que, par exemple, à Cuba, il a déclenché une guerre et toutes les entreprises non américaines installées à Cuba vont subir des amendes colossales en plusieurs milliards d'euros. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois en France et en Europe qui vont disparaître, et ça a été déclenché il y a quelques semaines. Donc, mais l'Europe est incapable de répondre, parce que chaque pays répond à sa façon. Et donc c'est ça peut-être le travail à mener. Est-ce que Emmanuel Macron, du coup, n'est pas en position de force pour parler au nom de l'Europe, comme par exemple Angela Merkel est fragilisée? Est-ce que c'est pas ça qui lui permet notamment de recevoir Vladimir Poutine dans quelques jours? Non, mais c'est possible. Simplement, moi, je pense qu'au niveau global, puisque les sujets qu'on aborde là nous prêtent quand même à avoir une position sur comment on envisage la politique internationale aujourd'hui, c'est qu'il faut, à mon avis, rétablir davantage de multilatéralisme, là où on voit bien que les relations entre les puissances, les grandes puissances mondiales aujourd'hui, se font essentiellement dans un cadre bilatéral. Ça c'est très bien illustré sur les accords commerciaux, et je pense vraiment qu'il faut rééquilibrer les relations internationales. Oui, enfin, c'est-à-dire que on peut le souhaiter, mais de fait, par exemple, Donald Trump nous empêche de le faire. C'est ça qui est compliqué. On n'a pas de réponse européenne. Et c'est d'ailleurs ce qui nous invitera à nous mettre face à nos responsabilités sur les enjeux, les vrais enjeux mondiaux, notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, l'enjeu du climat, on sait à quel point c'est vital, essentiel dans le débat politique international et européen aujourd'hui, sauf qu'on va voir explorer d'autres sujets. Donc, le multilatéralisme me semble être la priorité aujourd'hui, et mettre en place tous les outils nécessaires pour y parvenir. Ce n'est pas le monde de oui-oui. Je pense que c'est notre responsabilité politique. Non, vous savez, il faut se souvenir qu'en 2017, lorsque Macron est arrivé, il a été accueilli d'une façon extraordinaire. Moi, je me souviens, il y avait, je ne sais pas si vous l'avez retrouvé, une couverture de Time Magazine avec la photo de Macron, et écoutez, la légende, c'était elle apparaît. Le nouveau leader de l'Europe. Mais regardez, il y a, si je puis dire, le sous-titre « Si seulement il peut diriger la France ». Et il est bien évident que si aujourd'hui notre chômage diminuait, nos déficits diminuaient, notre croissance était forte, il y avait la paix sociale, eh bien, oui, Macron s'imposerait au nom de l'Europe. Mais il est évident qu'avec la France dans l'état où elle est, je ne vois pas qu'il puisse... Mais François l'Élysée vous répondrait peut-être que le chômage a récemment baissé et que Emmanuel Macron, je rappelle que je viens de dire que l'Élysée vous répondrait certainement que le chômage a baissé et qu'il ne s'en s'est pas si mal sorti, Emmanuel Macron, lors des élections européennes. Il pourrait vous le rétorquer, ça. Oui, mais dans l'ensemble, par rapport à l'entrée, vraiment, il a fait une entrée dans la carrière extraordinaire. Ces 6 premiers mois, et le monde entier le regardait et l'adoubait comme étant le nouveau responsable de l'Europe. Depuis, l'Europe a changé. Aujourd'hui, les rapports, la Grande-Bretagne s'en va. L'Italie de Salvini déteste Macron et déteste la France. Angela Merkel est en difficulté. Le couple franco-allemand ne veut plus dire grand-chose. Et je pense que l'invitation faite à Poutine correspond probablement à la solitude qui sera celle de Macron lors du G7 et au besoin d'avoir de nouveaux contacts, sinon de nouvelles alliances. Alors, la France est-elle isolée ou pas? Nous avons posé aussi la question dans la journée. Regardez ce que ça donne.
Ce qui est certain, c'est que la France est malheureusement en train de devenir une petite puissance sur la scène diplomatique. Il faut que la France et l'Union européenne soient de plus en plus puissantes et parlent de concert. Et donc ce n'est pas Emmanuel Macron seul qui résolvera le problème de la diplomatie européenne. Le vrai sujet, c'est comment la France et comment d'autres pays européens acceptent de construire une réponse politique forte, parce que si on se fait découper en rondelles des pays européens, je veux dire qu'on ne pèsera rien sur l'échelle mondiale. Alors, je précise qu'on peut lire dans Le Monde il y a quelques jours que l'Élysée assure, c'est une source élyséenne, nous voulons sortir de l'effet d'alignement et marquer un décalage. C'est la vocation de la diplomatie française, d'où les initiatives que nous prenons, comme dans la crise iranienne, n'hésitant pas à parler, cette source européenne, d'un certain retour gaullien. Louis Dragnel. Ça fait écho effectivement à une certaine idée de la France. Vous savez, historiquement, on a toujours eu, c'est quelque chose d'assez culturel. La France s'exprime, intervient souvent quand même dans des conflits, dans des durcissements de situation. La seule limite qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est un petit pays qui est quand même beaucoup moins puissant que les grandes puissances que sont la Chine, les États-Unis, la Russie, qui elles sont capables d'engager par exemple des moyens militaires extrêmement puissants, qui sont capables même d'aller plus loin dans l'escalade. La France traditionnellement cherche toujours la désescalade, cherche à l'entente. Donc effectivement, d'une certaine manière, c'est extrêmement fidèle à la tradition de la France et effectivement, c'est assez gaullien. Mais n'oubliez pas que la France gaulienne ne s'est vraiment expliquée sur la scène mondiale à Phnom Penh, en faisant la leçon aux Américains lors de la guerre du Vietnam. Mais pourquoi personne n'a trouvé ça ridicule? Parce que la France du général de Gaulle avait des finances en béton, avait une forte croissance, c'était... Et de fait, un pays qui était respecté. Et je pense que, je vous le dis, si aujourd'hui la France était dans la même situation, toute comparaison limitée, était l'Allemagne il y a 2 ans, avec une situation économique, sociale très solide, eh bien évidemment, la voix de la France se fait. François-Michel Lambert, je vous vois dire non de la tête, je vous fais réagir. Ça peut-être dans un passé, mais aujourd'hui la France, ou les pays, mais notamment la France, c'est la capacité à être leader, à prendre des symboles, et notamment la fermeture des centrales à charbon. Je suis très bien placé, puisque une des 4 centrales à charbon va fermer dans ma circonscription. Il faut que je l'assume, et je l'assume, parce que ça donne des outils au président de la République, Emmanuel Macron. Il n'y aura plus d'électricité à base de charbon en 2022 en France. Il se retourne sur l'Allemagne et la Pologne qui sont dans une accélération de la sortie du charbon. Donc oui, il y a plusieurs fers au feu. Je ne sais pas s'il faut qu'on en choisisse un, mais la question du réchauffement climatique est primordiale. Et ce n'est absolument pas la situation économique de la France qui permet à Emmanuel Macron d'être puissant. C'est la capacité en France de prendre des décisions sur ce type de sujet. Alors, juste, je vais reposer une petite question un peu plus carte postale. Le fort de Brégançon, au lieu de la diplomatie, on l'a souvent dit, et c'est ce que pense également le président de la République. Il a été interrogé il y a quelques jours sur le sujet. Regardez. C'est un lieu qui fait partie de l'histoire de notre pays. Nous y sommes attachés, moi j'y suis attaché, qui permet d'être à la fois dans le village, d'être au contact et puis de pouvoir s'isoler pour travailler, d'avoir les équipements pour recevoir tous les appels internationaux, de pouvoir recevoir des dirigeants étrangers, ce que je ferai avec Vladimir Poutine dans quelques semaines, d'être au milieu aussi de nos concitoyens et de perpétuer une tradition. Alors je parlais de carte postale, mais en fait, à travers l'histoire, on a vu que c'était bien plus que ça, le fort de Brégançon. C'est un haut lieu de la diplomatie même. Et c'est un moyen fort de s'affirmer, d'affirmer l'État français quand on reçoit qu'on est Emmanuel Macron, là. On voit d'ailleurs que ses prédécesseurs l'ont beaucoup utilisé, effectivement, aussi pour ça. Et effectivement, c'est un cadre qui est assez joli, même si je crois que la maison est très inconfortable. Donc tant mieux, et tant mieux si la France peut ouvrir justement les portes de ce fort qui est quand même assez joli. Donc si ça peut permettre au rayonnement de la France, tant mieux. Et est-ce qu'il doit les ouvrir, ces portes, là, dans les prochains jours, à Boris Johnson? La France a fait une invitation. La France parle à tout le monde. Hein. Traditionnellement, normalement, la France, il n'y a pas de raison de ne pas parler. L'invitation a été faite dans les prochains jours. On ne sait pas si c'est à l'Élysée, à Brégançon. Il y a 1 an, c'était Theresa May qui était invitée juste ici. Ils vont certainement parler Brexit. Là, il y a de quoi faire. Il faut que Boris Johnson... je souhaite qu'il vienne, mais en tout cas, l'invitation, elle est très judicieuse. Ça, c'était il y a 1 an, voilà, Theresa May. L'invitation est très judicieuse. On a la chance, quand même, la France. Je rappelle, c'est dans ma région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir des lieux extraordinaires, et notamment toute saison et encore plus l'été. Le fort de Brégançon illumine et peut-être impressionne. Et donc, on n'a pas forcément besoin que d'économie pour impressionner nos partenaires internationaux. Soyons sérieux, Brian Johnson
Boris Johnson a coupé les ponts avec l'Europe. Nouveau chef de gouvernement, il devait appeler, prendre contact. Il n'a rien fait. Et il ne veut pas, car il est en campagne électorale. Il se fiche de l'Europe. Son problème, c'est qu'il va avoir des élections et qu'il veut être réélu. Après moi, le déluge. Il vit, c'est un homme du présent. Et la surtout si on arrive à convaincre Boris Johnson d'arrêter sa course au moins-disant social, fiscal, environnemental. Je rappelle qu'il veut rétablir l'autorisation des OGM notamment, qui supprime un tas d'impôts aux plus privilégiés, etc. Donc si le combat politique, il est celui-là aussi, en dehors des aspects diplomatiques classiques, ça peut être intéressant. Bon, merci à tous. On en vient aux cartes blanches, les fameuses cartes blanches. C'est vous qui commencez, François Declosez. Vous allez nous montrer de quoi il s'agit. On va l'apercevoir. De l'Indonésie qui renvoie quelque chose à la France. Et il s'agit de... Voilà, l'Indonésie nous renvoie des containers pleins de déchets. Voilà. Vous voyez, des containers pleins de déchets que nous lui avions envoyés. Alors, je m'empresse de préciser qu'elle fait de même avec le Canada, avec l'Allemagne, etc. Et que d'autre part, nous ne sommes pas les seuls pays industriels qui envoient ces déchets dans les pays pauvres de l'Asie ou de l'Afrique. Tout le monde le fait et la France le faisait très volontiers. Alors, il y a différentes astuces, parce qu'il y a quand même des accords internationaux. Attention, on ne devait pas faire n'importe quoi. Ah, on ne peut pas leur envoyer ça. Oh oui, c'est du vieux matériel, mais c'est des dons. Tu parles, c'est des dons, c'est du matériel hors d'usage, débrouillez-vous avec ça. Parfois, ce sont des déchets toxiques et comme ça s'accumulent des charges abominables en Afrique et tout le monde fait semblant de tolérer ça. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que l'Indonésie a fait savoir qu'elle ne l'acceptait plus, la Chine a fait savoir qu'elle ne l'acceptait plus, et je pense et j'espère que de plus en plus, les pays du tiers-monde diront « S'il vous plaît, on n'est pas notre poubelle, gardez vos saloperies chez vous ». Et ça, je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Oui, il faudrait mieux produire un peu local, comme on dit, pas délibérément mondial, mais il faudrait surtout recycler chez nous nos saletés au lieu de les envoyer chez les pays pauvres, même si c'est moins cher et si c'est plus commode. François-Michel Lambert, ils ont bien raison de renvoyer le retour à l'envoyeur. Et la France est-elle à la hauteur ? Ouais, le renvoi est tout à fait justifié parce qu'on voit peut-être quelques emballages sur les photos, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a surtout des déchets dangereux, et c'est ce que vous avez dit, qui ont été bien cachés dedans. Donc ils ont repris tout le paquet et ils le renvoient. Mais la question, elle est sur notre modèle économique. Alors je suis également président de l'Institut national de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment travailler à repenser notre modèle, pas que recycler, mais beaucoup mieux utiliser les ressources. Une loi arrive en septembre au Sénat puis à l'Assemblée nationale sur l'économie circulaire. Il y en avait déjà une avec Ségolène Royal. Ce que je crains, c'est que la loi ne soit pas du tout à la hauteur des enjeux et que peut-être de façade, il n'y aura plus d'export de déchets, mais notre société de consommation, ça tombe bien, si je puis dire comme ça. Nous sommes vendredi, lundi, l'humanité a dépassé la capacité de la Terre à fournir en une année tous les besoins. Et on vit à crédit, mais on vit à crédit non pas auprès d'une banque, mais auprès de la nature. Et la nature, elle va nous le rendre violemment quand elle n'aura plus rien à nous donner. Nous serons comme les habitants de l'île de Pâques, nous serons obligés de complètement changer notre modèle, puisque nous ne pourrons pas fuir. Et la Créby. Moi, je partage la dernière partie de cette intervention, et on sait que si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait presque 3 planètes pour répondre à aux besoins en ressources, aux besoins de la population, et que donc il faut qu'on réinterroge nos méthodes, à la fois sur la question des déchets, mais aussi sur les modes de consommation. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment qu'on passe vraiment à une société de la décroissance et qu'on arrête cette frénésie permanente de la consommation à outrance, et qu'on s'interroge sur les modes, sur les questions énergétiques, sur les questions de circuits courts, sur la lutte contre la précarité énergétique, et comment on fait pour que ceux qui sont aujourd'hui les plus fragilisés de nos concitoyens ne soient pas les premières victimes de ce phénomène de réchauffement climatique, de pollution. Et voilà, je pense que c'est le sujet de la décennie, de l'année, de la décennie, de tous les jours, et qu'il faut, à chaque fois qu'on a la possibilité de le faire, au niveau local et au niveau international, de déployer tous les outils indispensables. Je me tourne vers François-Michel Lambert, c'est votre carte blanche aussi ce soir, l'île d'Anderson et son écologie pratiquement intacte.
Voilà. Ça brille un peu, mais donc on voit sur cette photo, si j'arrive à ne pas la faire briller, merci de la mettre à l'écran, cette île isolée dans le Pacifique qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité pour justement l'absence de toute pollution. C'est lorsqu'elle a été inscrite de mémoire en 1988. 88, oui. Une île calcaire un peu spécifique. Aujourd'hui, c'est un des lieux qui reçoit le plus de déchets plastiques qui viennent d'ailleurs de tous les continents et qui nous mettent à la face, à la figure, que notre modèle de production, de consommation n'est plus tenable. Alors, un chiffre, la mer Méditerranée, c'est 1% des eaux salées de la planète, c'est 7% de la pollution plastique. C'est dans 20 ans une mer que l'on ne pourra plus exploiter d'un point de vue halieutique, c'est-à-dire il n'y aura plus de pêche, il n'y aura plus d'activité naturelle dans cette mer, ça restera de l'eau, mais ça ne sera plus une activité. Donc il y a une urgence à travailler sur la question du plastique. J'ai remis un rapport au mois de mars que je vais mettre à jour à la fin de cet été qui propose de sortir de cette addiction au plastique. Ça s'appelle zéro plastique pétrole en 2040, c'est-à-dire n'utilisons plus le pétrole, trouvons d'autres usages que les matières plastiques, supprimons-les. Par exemple, on a fait une tribune sur le Tour de France. Est-ce que les gadgets plastiques des sponsors sont nécessaires sur le Tour de France? Évidemment que non. Est-ce que le bout de plastique que vous trouvez partout? Évidemment non. Quelle autre matière nous pouvons mettre en œuvre? Bref, il y a une stratégie, nous y travaillons. Je finis sur un coin politique. La loi économie circulaire dont je parlais tout à l'heure, elle effleure la question du plastique, elle ne va pas dans la profondeur, dans ce qu'elle est dans notre société. Et là, il va y avoir un travail parlementaire extrêmement lourd pour bousculer ce gouvernement qui a refusé mes amendements et qui a même tenté de les repousser, tous ces amendements qui feront qu'en 1er janvier 2020, toute la vaisselle jetable, toutes les pailles seront interdites en France à base de plastique. Louis Dragnel voulait réagir. Oui, non mais moi je trouve votre constat très intéressant. Et ensuite, moi je me pose des questions sur les solutions à chaque fois que vous préconisez. Parce que très souvent, on entend quand même beaucoup de solutions, ce qu'on appelle l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. On stigmatise le comportement. Je termine juste. On stigmatise le comportement des Français, mais à chaque fois, on propose pas quelque chose d'alternatif. On propose pas quelque chose de positif. Et du coup, il y a beaucoup de Français, je sais pas, moi je suis obligé de consommer du plastique, j'ai pas vraiment le choix dans plein d'actes de ma vie de tous les jours. Donc ce qu'il faut, c'est aussi proposer un modèle vraiment alternatif aux gens et quelque chose qui est facile à faire dans la vie de tous les jours. Et la deuxième chose, je voulais réagir à ce que vous disiez aussi sur la décroissance. Moi, je trouve ça terrible quand même dans notre civilisation, dans notre société, de se dire que parce qu'on n'est pas capable d'inventer un modèle alternatif, on en vient à se dire, bon, bah, il y a une vraie fatalité, la seule solution, c'est de baisser la croissance, en gros, d'avoir moins d'enfants, de consommer beaucoup moins. Et je me dis, c'est quand même une vision extrêmement sombre, extrêmement pessimiste, de se dire qu'il n'y a pas d'autre solution à tenter pour qu'on puisse vivre en harmonie avec la nature et de manière beaucoup plus respectueuse et que tout le monde y gagne. Alors, on va en rester là juste pour le moment, puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour la suite des cartes blanches. On va parler de coup de cœur pour les maires de France, mais aussi du climat de défiance autour de la disparition de Steve. Allez, à tout de suite. Votre programme. Le retour des cartes blanches, on recommence avec vous, Louis Dragnel. C'est un coup de cœur, mais pour des maires qui ne vont pas très fort. Coup de cœur pour les maires de France, M-A-I-R-E-S. Oui, un coup de cœur pour les maires de France, puisque j'ai appris qu'un maire sur deux ne souhaitait pas se représenter aux prochaines élections municipales de 2020. Et c'est quand même quelque chose d'assez terrible, puisque en plus, 60% des Français sont satisfaits de leur maire et souhaitent les voir se représenter et même gagner l'élection. Et je trouve que ça doit nous interpeller tous sur les raisons de cette désaffection. Et on se dit que quand c'est quand même quelque chose d'extrêmement noble, le service public, le mandat de maire, c'est quand même le mandat de proximité. Et savoir qu'il y a de moins en moins de candidats et que les actuels, entre guillemets, titulaires du poste veulent arrêter, ça soulève de graves questions. Et la dernière chose, c'est que du coup, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a fait une grosse erreur en interdisant le cumul des mandats, puisque à l'époque où les maires pouvaient aussi être députés, il y avait au moins des représentants des maires à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ils n'ont plus d'ambassadeurs, en tout cas, pour les défendre et pour porter leur sujet. Mais d'un mot, c'est
la manifestation d'un problème qui est plus grave de notre démocratie. Il y a un rejet, une indifférence, voire un rejet vis-à-vis de la démocratie. Alors, en un premier temps, ça s'est manifesté au niveau des électeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les électeurs, ils sont abstenus. Et puis voilà que maintenant, c'est au niveau des candidats. C'est-à-dire parce que les maires ne veulent plus se représenter, mais dans les grandes écoles à l'ENA, etc., ils veulent plus non plus faire de carrière politique. Faire les carrières politiques avec les gilets jaunes, Mediapart et tout ça, c'est fini. Et donc, nous une question de la valorisation de l'engagement. C'est-à-dire que c'est de l'engagement gratuit, c'est des gens qui sont vraiment au service, et on se dit que plus personne ne veut faire ça. Ça interpelle quand même sur le sens de non, mais de on ne peut pas public. avoir une démocratie dans laquelle seuls les laissés pour compte occuperaient les postes de responsabilité. Il faut que ce soit les meilleurs qui veulent y aller. Or, aujourd'hui, ils ne veulent plus y aller. Et c'est un des problèmes les plus graves qu'a la démocratie. On est d'accord. Vous vouliez réagir aussi à la Moi, je pense que la fonction de maire est une fonction... Moi, je suis élu local, donc je vois bien, fonction d'élu local, une fonction difficile parce que c'est beaucoup de contacts, beaucoup de réunions, beaucoup de présence. Et en fait, le rêve d'une femme ou d'un homme politique, en général, quand il sort justement des grandes écoles, c'est pas de devenir maire, c'est de devenir parlementaire. Or, aujourd'hui, le non-cumul fait qu'on n'est pas maire et parlementaire, ce qui est une bonne chose, parce que ça va contribuer très largement au renouvellement de la classe politique et au fait que, justement, les baronnies locales qui ont pu exister pendant des décennies, elles n'existent plus. Et la présence des femmes, des jeunes, des gens qui représentent davantage la population locale et qui sont impliqués sur des sujets de proximité, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des gens qui sortent des grandes écoles et qui sont un peu parfois hors sol. Juste François-Michel Lambert, vous êtes député. On entend dire parfois que ça ne va pas fort dans vos rangs non plus. Hein. Ah bon, ça... Je ne vais pas commenter. Je suis juste député depuis 2012. J'étais conseiller municipal quand j'étais élu. J'ai démissionné de mon mandat de conseiller municipal en 2013. J'estimais que la fonction de député, l'engagement de député, la responsabilité de député devait être pleinement sur mon mandat. Et en plus, j'ai 16 communes. Donc, si j'étais conseiller de l'une, conseiller municipal de l'une, les 15 autres en pâtissaient, je m'en suis rendu compte, puisque je connaissais très bien les dossiers de l'une, je ne connaissais pas aussi bien les dossiers des 15 autres. Donc il y a un rééquilibrage important. Je voudrais venir sur un point, c'est l'engagement dans notre société aujourd'hui qui est en grande difficulté. Vous êtes instituteur, vous êtes pompier, vous êtes policier, vous êtes même bénévole dans une association. Vous avez de plus en plus peur du candidaton, mais le candidaton hier s'arrêtait au café. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. On vous demande des comptes. Dès que vous manipulez 3 francs 6 sous, on présuppose, le trésorier de l'association bouliste, qu'il doit s'en mettre de côté ou qu'il a acheté exprès à l'épicerie de son cousin par alliance les 2 bouteilles pour l'apéro. Voilà où est-ce qu'on en est dans notre société. Comment retrouvons-nous une société apaisée? C'est l'un des grands enjeux qui est devant nous. Et peut-être, je dirais, aux médias de prendre la responsabilité de tous bords, car à la fin, c'est toute la société qui se disloque. Oui, société apaisée, pas vraiment, vous allez nous le dire avec votre carte blanche, Sophia Kribi-Romdan, vous nous parlez de Steve. Pardon? Ella. Ah ben oui, pardon. Et là, il faut pas m'en vouloir. Mais Sophia, c'est très joli aussi. Oui, j'aime beaucoup. Hein, vous trouvez Steve, sa disparition, c'est beaucoup moins souriant là tout à coup. Le climat de défiance, vous voulez nous en parler entre les citoyens, les jeunes et la police? Ouais, moi je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, voilà. Mais il y a eu une succession de phénomènes ces dernières années, avec ce gouvernement, mais précédemment, avec le cas de Ziad Ebouna, Adama Traoré, voilà, des sujets qui ont défrayé la chronique. Et puis plus récemment, les gilets jaunes, les manifs sur le climat, les lycéens et Steve. Tout ça ne fait qu'alimenter davantage le climat de défiance entre les citoyens, en particulier les plus jeunes, et la police. Et je pense que c'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras-le-corps. Aujourd'hui, sur la question de Steve, la police, qui est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, incontestablement, quoi qu'en disent les autorités, a fait une erreur. Toutes les vidéos récentes en témoignent. Et je crois qu'il faut absolument
qu'on ouvre une commission d'enquête parlementaire, c'est ce que nous portons aussi les élus de Génération et les militants de Génération, et qu'on travaille à une conférence de consensus, une conférence de citoyens dans les territoires pour réfléchir à la meilleure manière. Alors, la police de proximité a été supprimée. Je ne désespère pas qu'on puisse travailler au rétablissement de la confiance entre les institutions et les citoyens, et plus particulièrement entre la police, qui fait un travail très difficile, sous pression très souvent, dans des conditions difficiles, et donc la police et les citoyens, en particulier les plus jeunes. Je fais un signe vers François-Michel Lambert, la création d'une commission d'enquête parlementaire. Vous êtes député, vous pourriez soutenir l'initiative? Il le faut. C'est technique, la commission d'enquête parlementaire, puisque c'est un groupe qui doit le demander. Oui, mais est-ce que vous pourriez soutenir l'idée, la logique? Moi, je pense qu'il y a des enquêtes en cours, donc est-ce que l'on doit se précipiter dans une commission d'enquête parlementaire? Peut-être plutôt dans des auditions. Il y a des commissions ad hoc qui existent. Ça peut être la commission de la défense, ça peut être d'autres commissions qui interviewent et interrogent le ministre et les différentes chaînes hiérarchiques de ce qui s'est passé. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un drame, et une famille en deuil, et qu'il y a un pays qui se disloque de plus en plus face à un tel drame, en montant la police contre des jeunes. Comment retrouvons-nous un lien de confiance entre les uns et les autres? C'est peut-être là l'urgence de notre pays. Alors, je dois malheureusement rendre l'antenne, passer la main, tout ce que vous voulez. Quelque chose me dit qu'on en reparlera très certainement dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous remercie à tous d'avoir été avec nous. Je vous remercie à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain, mais restez sur LCI. Sébastien Borgna reviendra sur les urgences à 21h avec la diffusion d'un documentaire au cœur des urgences. La situation de plus en plus tendue, vous le savez. Allez, très belle soirée. C'était votre